l'épisode commence avec un groupe de jeunes filles qui fuient désespérément des orques. Elles sont épuisées, terrorisées, et comprennent très vite qu'elles ne pourront pas courir éternellement. Malheureusement, au moment où elles pensent peut-être pouvoir s'échapper, un étrange garçon apparaît devant elles et se met à rire. Et là, il leur annonce calmement que ces orques travaillent pour lui. Autrement dit, les filles ne sont pas tombées sur des monstres sauvages. Elles sont tombées sur un trafiquant, assez tordu pour utiliser des orques comme chiens de garde, et assez dégoûtant pour leur expliquer qu'il compte tester sa marchandise avant de la vendre. Mais avant même qu'il puisse aller plus loin, les orques sont soudainement décapités. Derrière lui apparaît Ark, le fameux chevalier en armure blanche qui voulait, à la base, mener une petite vie tranquille dans ce monde, sans faire de bruit, sans attirer l'attention, et surtout sans devenir une légende ambulante. Sauf qu'évidemment, il est nul pour ça. Ark explique qu'il voulait simplement voyager discrètement, mais juste après, il envoie le trafiquant voler avec une violence qui prouve qu'il a complètement raté son objectif de discrétion. À ce moment-là, une autre fille est poursuivie par un orque. Mais cette fois, ce sont les compagnes d'Ark qui interviennent. Ariane entre en scène avec toute la puissance d'une guerrière elfe, Chiomé se déplace comme une vraie ninja, et Ponta les accompagne pendant que le reste des orques se fait nettoyer à une vitesse ridicule. En voyant Ariane et Chiomé se battre aussi bien, Ark se dit qu'il doit lui aussi montrer ce dont il est capable. Le problème, c'est qu'avec Ark, se mettre en valeur signifie généralement utiliser une attaque beaucoup trop puissante pour la situation. Il lance donc une énorme magie de foudre, déclenchant une véritable pluie d'éclairs qui extermine les orques. Mais manque aussi d'emporter Ariane avec eux. Heureusement, elle survit grâce à une amulette de protection contre la foudre. Pour Ark, le travail est terminé. Les orques sont morts, les filles sont sauvées, et tout va bien. Mais Ariane, elle, le gronde immédiatement. Parce que oui, sauver des innocents, c'est bien. Mais balancer une attaque de zone qui manque de tuer ses propres alliés, c'est peut-être légèrement exagéré. Et surtout, elle lui rappelle une chose très simple. Si son but est vraiment de ne pas attirer l'attention, alors il fait littéralement tout l'inverse. Pendant ce temps, ailleurs, au coucher du soleil, un groupe de chevaliers encercle ce qui semble être des imposteurs du groupe d'Ark. On pourrait croire que les chevaliers vont régler le problème. Mais non. Ils se font démonter presque immédiatement, parce que visiblement, dans cet épisode, même les figurants en armure n'ont pas droit au respect. Plus tard, Ark et ses compagnes sont accueillis dans une ville par des habitants reconnaissants. Pour les remercier d'avoir sauvé les jeunes filles, les villageois leur préparent un grand festin. Et là, on leur sert une spécialité locale. Du crabe de montagne frit. Ark, bien sûr, est immédiatement tenté. Le problème, c'est qu'il oublie un détail assez important sous son armure, il est toujours un squelette. Donc manger devant toute la ville n'est pas exactement l'idée du siècle. Mais comme Ark est parfois aussi innocent qu'un enfant devant un buffet gratuit, il baisse sa garde et manque de retirer son casque devant tout le monde. Ariane le remarque juste à temps et lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir faire ça. Ark réalise alors qu'il vient presque de révéler son secret à une salle entière. Il se reprend donc rapidement, comme si de rien n'était. À ce moment-là, le chef de l'auberge leur explique que l'établissement possède aussi un bain. Ark lui demande immédiatement s'il s'agit d'une source thermale, et l'homme lui confirme que oui. Les sources sont partagées par les auberges de la ville, mais leur établissement est l'un des rares endroits de toute la région à posséder un bain. Pour Ark, c'est une révélation divine. Il annonce aussitôt qu'il va se baigner en premier et demande qu'on lui apporte le repas dans sa chambre. Une fille propose même de lui laver le dos, mais Ark refuse avec une panique à peine cachée. Il insiste ensuite pour que personne ne s'approche du bain tant qu'il n'en est pas sorti. Vraiment personne. Évidemment, les habitants trouvent son comportement étrange. Le maire demande alors à Ariane et Chiomé si quelque chose dérange le chevalier. Elles répondent simplement qu'il est très timide. Pendant qu'Ark profite de son bain comme s'il venait d'atteindre le paradis, Ariane et Chiomé restent avec les villageois. Des petites filles leur apportent des fruits, et les deux voyageuses remarquent que les habitants ne semblent pas les détester. Ariane et Chiomé demandent alors si leur apparence ne les dérange pas. Le maire et sa femme répondent que les elfes et les hommes bêtes sont rares dans cette région, donc forcément, elles attirent un peu la curiosité. Mais à leurs yeux, elles ne sont pas si différentes des humains. Chiomé comprend alors qu'il existe vraiment plusieurs sortes d'humains. Certains sont cruels. Certains vendent des innocents. Certains traitent les autres races comme des objets. Mais d'autres sont simplement des gens normaux, capables de gentillesse. Pendant ce temps, Ark profite toujours des sources thermales et affirme presque pouvoir sentir l'eau sur sa peau. Même s'il n'a littéralement pas de peau. Un peu plus tard, Ariane et Chiomé rejoignent les bains. Et là, elle tombe sur Ark. Sauf qu'il s'est trompé de côté. La situation dégénère immédiatement. Les filles l'attaquent, Ark panique, et ce moment de détente se transforme en nouvelle humiliation pour le pauvre squelette. Après cet incident, elle lui rappelle leur véritable objectif. Ark doit rejoindre une source capable de briser sa malédiction et de lui rendre une apparence humaine. Le souci, c'est que cette source se trouve dans la direction opposée. Autrement dit, à force de vouloir aider tout le monde, Ark les a complètement éloignés de leur destination. Ariane lui fait remarquer qu'ils ont déjà perdu beaucoup trop de temps. Ils ont raccompagné des grands-mères, sauvé des enfants, arrêté des bandits, détruit des trafiquants, et chaque fois, Ark a trouvé une bonne raison de faire un détour. Ark répond qu'il ne peut pas simplement ignorer des gens qui ont besoin d'aide. Et c'est exactement le problème avec lui. Il veut vivre tranquillement, mais il est incapable de fermer les yeux quand quelqu'un souffre. Ariane s'excuse auprès de Chiomé de l'avoir entraîné dans tous ces détours.
Mais Arc se souvient alors d'un détail important: près de leur destination se trouverait aussi un lieu lié au clan Jinshin. Shiyome confirme. On raconte que ce lieu légendaire aurait été habité par le premier Hanzo, le fondateur de son peuple. Pour elle, ce voyage n'est donc pas seulement une aide pour Arc. C'est aussi une mission liée aux origines de son clan. Ariane rappelle donc à Arc qu'ils ne doivent pas oublier l'objectif de Shiyome. Mais pendant qu'elle s'étire, Shiyome remarque ses longues jambes et commence à les toucher, comme si le sérieux de la mission venait de quitter la pièce pendant 30 secondes. Finalement, Arc décide qu'à partir de maintenant, ils prendront un chemin direct. Plus de détours, plus de problèmes secondaires, juste la route vers la source. Mais bien sûr, l'univers entend cette décision et se met immédiatement à rire. Le lendemain, alors que les héros traversent un village, ils remarquent que les habitants se cachent en les voyant. Les gens ferment leurs portes, baissent les yeux, et certains fuient presque leur présence. Arc, Ariane et Shiyome ne comprennent pas pourquoi tout le monde agit comme s'ils étaient des criminels. Puis une mère cherche désespérément son petit garçon. En voyant Arc et les autres, l'enfant panique, tente de s'enfuir, mais trébuche et se blesse au genou. Arc s'approche pour l'aider, mais la mère se jette sur son fils et supplie Arc de l'épargner. Là, Arc est complètement perdu. Il remarque simplement que l'enfant est blessé, alors il utilise sa magie pour le soigner. Le garçon se relève aussitôt, saute sur place, et réalise qu'il n'a plus mal. La mère est sous le choc. Mais au lieu de simplement le remercier, elle demande si Arc n'est pas le chevalier noir argenté, et si Ariane n'est pas la terrifiante elfe noire. Évidemment, les héros ne comprennent rien. Les villageois leur montrent alors des avis de recherche et leur expliquent que 2 criminels se font passer pour eux. Un faux chevalier et une fausse elfe kidnappent des gens dans la région, terrorisent les villages, et salissent leur nom. Arc regrette la situation, parce qu'avec tous ses efforts pour ne pas attirer l'attention, il a l'impression que le destin veut absolument faire de lui une célébrité. Mais Ariane, elle, n'a aucune envie de plaisanter. Quelqu'un utilise son image pour enlever des innocents. Et ça, elle ne peut pas l'accepter. Donc le fameux chemin direct vers la source vient officiellement de mourir. Encore une fois, le groupe doit faire un détour. Pour retrouver les kidnappeurs, Ariane et Shiyome décident de jouer les femmes sans défense. Elles s'enfoncent dans la forêt et font semblant d'être perdues. Shiyome entre parfaitement dans son rôle, mais Ariane, elle, est catastrophique. Elle parle trop, explique trop, et son jeu d'actrice donne l'impression qu'elle lit une fiche de mission à voix haute. Shiyome essaye de la corriger, mais même avec des conseils, Ariane reste presque pathétique. Heureusement, les kidnappeurs sont encore plus stupides qu'elle n'est mauvaise actrice. Ils mordent à l'hameçon. Shiyome se met alors à courir comme une vraie victime, tandis qu'Ariane ne comprend pas pourquoi elle ne se contente pas de les battre directement. Shiyome lui rappelle qu'ils ont probablement d'autres otages, et que le but est de se faire conduire jusqu'à leur repère. Ariane se retient donc. Les ravisseurs finissent par les capturer, convaincus d'avoir trouvé une prise de grande valeur. Une elfe et une femme bête. Mais pendant le trajet, les bandits commencent à se comporter comme les pires déchets possibles. Ils parlent d'Ariane et de Shiyome comme de marchandises. Ils jugent leur corps, les insultent, et l'un d'eux insiste beaucoup trop sur les formes d'Ariane. Ariane commence à perdre patience. Mais Shiyome lui rappelle qu'elles doivent garder leur couverture. Ce qui met Ariane encore plus en colère, c'est lorsqu'elle découvre que la personne qui se fait passer pour elle est en réalité un homme déguisé, qui profite simplement de ses jambes sans poils pour jouer le rôle d'une elfe. Là, Ariane atteint un nouveau niveau de dégoût. Mais elle tient bon. Un peu plus tard, elles aperçoivent Ponta et lui font discrètement signe d'aller prévenir Arc. Pendant ce temps, dans le grand-duché de Limbult, Seriarna demande à Yuriarna si elle est vraiment sûre de vouloir rencontrer Sect. Yuriarna confirme. Elle sait que c'est dangereux, mais elle possède maintenant le soutien de Fangas, l'un des grands elfes. Grâce à cette alliance, son frère ne devrait pas pouvoir agir contre elle aussi facilement. Elle veut donc profiter de cette occasion pour découvrir ce qu'il prépare. Cette scène montre que les problèmes d'enlèvement ne sont peut-être qu'une partie d'un conflit beaucoup plus large. De retour avec Ariane et Shiyome, les bandits les conduisent enfin à leur repère. Les criminels présentent leurs nouvelles marchandises à leur chef. Il est satisfait, parce qu'une elfe et une femme bête valent énormément. Mais dès qu'on leur retire leur capuche, son expression change. Il comprend immédiatement qu'il vient de faire une énorme erreur. Ariane le reconnaît aussi. Il s'agit du fils idiot d'un pervers qu'ils ont déjà croisé auparavant. Et en quelques secondes, Arc apparaît. Les imposteurs paniquent en voyant les véritables modèles arriver dans leur propre repère. Arc observe le faux chevalier et demande à Ponta s'il lui ressemble vraiment. Puis il commence à chercher celui qui imite Ariane. Ariane, extrêmement gênée, lui demande d'oublier ce sujet, tandis que Shiyome n'arrive pas à retenir son rire. Le chef ordonne alors aux bandits d'attaquer. Mais évidemment, ils ne font pas le poids. Le faux Arc se lance au combat avec son énorme épée, très confiant, comme s'il était sur le point de prouver qu'il était l'original. Arc reconnaît que son style n'est pas totalement mauvais. Mais il précise qu'il ne voit toujours aucune ressemblance. Quand l'imposteur comprend que ses attaques ne font rien, il tente de fuir. Arc décide alors de lui montrer ce que vaut le vrai modèle. Il utilise une attaque guidée et le met hors combat en un instant, manquant presque de le tuer. De son côté, Ariane reçoit l'attaque de flamme de son imposteur. Mais l'attaque ne lui fait même pas une égratignure. Elle décide donc de montrer la différence entre l'original et la version bas de gamme. Après l'avoir écrasé, elle lui demande ce qu'il en est de cette histoire de jambes plus belles que les siennes. Même Ponta se charge de corriger son propre imposteur. Pendant ce temps, le chef tente de fuir, mais Ariane n'a aucune intention de le laisser partir. Elle demande à Shiyome de s'occuper des prisonniers,
puis part avec Ark à sa poursuite. Chiome ouvre les cellules et libère les captives, pendant qu'Ark et Ariane rattrapent le chef des bandits. C'est là qu'Ark se souvient enfin pourquoi son visage lui disait quelque chose. Mais l'homme se met à rire comme un malade. Il affirme qu'il n'est plus le même qu'avant, puis sort un artefact étrange. Ponta sent immédiatement le danger. Le chef active alors l'objet et invoque une armée de monstres. Mais au lieu d'une créature terrifiante, ce sont des gobelins qui apparaissent. Ark, au lieu d'être inquiet, est presque excité. Pour lui, ce sont de vrais gobelins de fantaisie, et en plus, il y a même un seigneur gobelin au milieu du groupe. Le chef ordonne à son armée d'attaquer pour venger son père. Mais malgré leur nombre, les gobelins ne suffisent pas. Ariane se bat avec violence, Chiome protège les prisonnières, et Ark finit par affronter directement le seigneur gobelin. Le monstre attaque, mais Ark le coupe d'un seul coup et l'envoie directement rencontrer le Saint-Pierre des gobelins. Puis Ark décide d'en finir avec toute l'armée. Et comme d'habitude, il choisit la méthode la plus dangereuse possible. Il lance un sort de zone de terre à l'intérieur de la grotte. Des pics rocheux explosent du sol et détruisent les gobelins, mais le sort cause aussi un énorme désastre. Ariane lui demande comment il a pu penser que c'était une bonne idée d'utiliser une magie pareille dans un endroit aussi instable. Heureusement, Chiome avait déjà fait sortir les prisonnières, et Ariane est protégée par la barrière d'Ark. Le combat est terminé. Les ravisseurs sont vaincus. Les imposteurs sont neutralisés. Et Ark sort encore sa phrase habituelle, comme si tout cela avait été parfaitement maîtrisé. Sauf qu'Ariane lui donne immédiatement son sermon traditionnel, parce qu'une victoire qui manque de provoquer l'effondrement d'une grotte reste difficile à applaudir. Un peu plus tard, les héros remettent les criminels à la chevalerie. Mais une question reste en suspens. Comment ce fils de riche a-t-il réussi à utiliser des gobelins? Une personne normale ne devrait pas pouvoir contrôler des monstres aussi facilement. Ariane explique alors qu'un étrange marchand venu d'un autre pays lui aurait fourni les gobelins. Il ne les contrôlait donc pas vraiment avec de la magie. Les monstres avaient déjà été dressés pour obéir. Ark se souvient alors d'un détail inquiétant. Au début de l'épisode, l'homme avec les orques semblait lui aussi contrôler ces monstres. Il est donc possible que les deux affaires soient liées. Quelqu'un fournit des monstres à des criminels. Quelqu'un transforme des créatures dangereuses en outils pour kidnapper, attaquer et semer la peur. Ailleurs, on voit justement un homme chauve donner des ordres à une armée de gobelins. Les monstres lui obéissent sans hésiter. La menace est donc loin d'être terminée. Chiome décide de retourner temporairement dans son village pour chercher des informations. Si un réseau utilise des monstres dans plusieurs régions, son peuple pourrait avoir entendu quelque chose. Elle quitte donc le groupe. Ark regrette qu'ils aient encore été forcés de faire un détour, mais cette fois, il est temps de reprendre la route. Leur objectif reste les montagnes du Dragon du Vent, où se trouverait la source capable de briser la malédiction d'Ark. Mais avant qu'ils puissent vraiment continuer, Ariane lui demande, un peu gênée, s'ils peuvent passer par un dernier endroit. Ark lui demande où elle veut aller. Le deuxième épisode s'ouvre sur une note complètement différente, en se concentrant sur une femme inconnue assise seule dans une cave sombre et faiblement éclairée, en train de broyer tranquillement une sorte d'herbe. Avant même que la série ne nous donne le moindre contexte sur qui elle est, ou ce qu'elle fait, la scène coupe brusquement pour retrouver notre duo principal, Ark et Ariane, qui arrivent dans une toute nouvelle ville. Ils apprennent rapidement que le seigneur local, un humain, a récemment épousé une elfe, et que tous les deux sont venus spécifiquement pour offrir leurs félicitations en personne. Ark admet ouvertement qu'il est sincèrement surpris qu'un humain et une elfe finissent mariés, tandis que Ariane se montre bien plus sceptique dès le départ, soupçonnant immédiatement que ce mariage pourrait ne pas avoir été consenti par l'elfe. Elle avance que si le seigneur refusait simplement de les recevoir, cela confirmerait presque ses soupçons, et insiste sur le fait que, de toute façon, ils devraient enquêter eux-mêmes sur la situation plutôt que de prendre les choses pour argent comptant. Juste au moment où Ark commence à concéder que Ariane pourrait avoir un point légitime, toute l'ambiance change, des trompettes retentissent, et tous deux sont accueillis chaleureusement et avec enthousiasme dans le manoir. Le seigneur les accueille personnellement et avec une sincérité évidente, et il devient immédiatement clair qu'il ne s'agit pas d'un arrangement forcé ou mis en scène. Lorsque son épouse elfe apparaît, elle donne l'impression d'être détendue, gracieuse, et sincèrement reconnaissante de leur visite, ce qui affaiblit encore davantage les soupçons initiaux de Ariane presque immédiatement. Le couple propose même de la nourriture à Ark et Ariane, bien que Ariane insiste pour d'abord régler une véritable conversation. Le seigneur, quant à lui, ne peut presque pas s'empêcher de s'extasier sur à quel point sa femme est merveilleuse, la complimentant si abondamment et à répétition que cela commence presque à sembler excessif, mais la sincérité sous-jacente rend évident que la relation est totalement authentique. Pourtant, quelque chose continue de tarauder Ariane. Elle avait entendu dire que le précédent dirigeant de cette ville était assez âgé, elle se demande donc comment cet homme visiblement bien plus jeune s'est retrouvé au pouvoir si soudainement. Le seigneur explique tout patiemment, son père persécutait activement les elfes dans toute la région, et une fois qu'il en a découvert toute l'ampleur, il s'y est opposé complètement. Face au refus de son père d'écouter ou de changer de cap, il a fini par comploter avec plusieurs dirigeants locaux pour le destituer entièrement, spécifiquement pour s'assurer qu'aucune autre race ne continue d'être maltraitée sous son règne. Il a ensuite pris la place de son père en tant que seigneur.
Ariane réalise rapidement que le dirigeant actuel n'a absolument rien à voir avec son prédécesseur, et il est révélé que le père destitué a depuis été enfermé dans la pièce la plus haute du château, en guise de punition pour ses actes passés. On apprend également que le mariage lui-même est en réalité né directement de tout ce conflit. Le seigneur a rencontré celle qui est maintenant sa femme alors qu'il travaillait activement à mettre fin à la cruauté de son père envers les elfes, et il est tombé amoureux d'elle en chemin. Ariane est sincèrement impressionné par tout cela, qualifiant cet acte de remarquablement admirable, et Arc propose qu'il s'installe enfin pour manger, puisque tout semble désormais parfaitement en ordre. Mais juste au moment où il s'apprête à partir, le seigneur les arrête et admet qu'il a en réalité besoin de leur demander une faveur. Ariane, perplexe puisque tout semblait bien se passer, demande ce qui pourrait encore poser problème. Il explique que tout l'intérêt de ce mariage public était de démontrer aux gens que les unions entre races différentes sont entièrement possibles et légitimes, mais que dernièrement, quelque chose a clairement mal tourné en coulisses, et que des incidents récents l'ont sincèrement rendu inquiet pour la sécurité de sa femme. Il raconte avoir trouvé un serpent dangereux caché dans le lit de sa femme quelques jours plus tôt, et peu après, avoir découvert qu'une servante ayant goûté la nourriture de sa femme y avait trouvé du poison mélangé. Ariane en conclut immédiatement que le responsable doit forcément être quelqu'un vivant à l'intérieur même du foyer, puisqu'il serait quasiment impossible pour une personne extérieure de glisser un serpent venimeux dans une chambre aussi surveillée, ou de contaminer de la nourriture depuis l'extérieur du château. Le seigneur confirme que c'est exactement ce qui l'inquiète le plus, et leur demande formellement leur aide pour attraper le responsable. Ariane accepte sans hésitation, et Arc appuie sa logique, soulignant qu'étant donné à quel point le château est manifestement sécurisé, le coupable doit presque certainement déjà vivre à l'intérieur de ses murs. Ils acceptent de rester sur place et d'enquêter correctement, le propre père destitué du seigneur se distinguant comme le suspect le plus évident, puisqu'il vit toujours quelque part dans le château malgré la perte officielle de sa position. Ariane explique qu'elle aura besoin d'un peu de temps pour bien étudier la situation avant de tirer de véritables conclusions, et les deux s'installent pour commencer leur enquête. Avant de se séparer pour le moment, le seigneur ajoute une dernière requête. Il souhaite sincèrement, un jour, rendre le mariage totalement public, dans l'espoir de prouver aux sceptiques, y compris à ceux qui pensent exactement comme son propre père le pensait autrefois, qu'épouser quelqu'un en dehors de sa propre race n'a rien de honteux, et que les autres races méritent tout autant de respect que les humains. Il est clair, à la façon dont il l'explique, que ce mariage porte pour lui un poids symbolique réel, bien au-delà du simple bonheur, et Ariane est visiblement émue par la sincérité qui se dégage de ses propos. Ce soir-là, profitant pleinement du fait que cette ville côtière propose du homard et du poisson frais réellement excellents, Arc profite pleinement de son dîner, apparemment sans le moindre souci au monde. Ariane le reprend presque immédiatement pour se détendre autant alors qu'ils sont censés travailler activement sur une affaire. Arc insiste sur le fait qu'il comprend parfaitement ce qui est en jeu, soulignant que ce mariage est censé envoyer un message vraiment important au monde, et demande directement à Ariane ce qu'elle pense qu'il devrait faire. Elle explique que rassembler des informations solides doit passer avant toute chose, et Arc accepte de prendre en charge lui-même le volet enquête. 3 jours complets passent, et au 3e jour, Arc profite une fois de plus tranquillement d'un grand repas sans grande urgence. Quand Ariane lui demande où en est réellement l'enquête, il lui explique tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Le tout premier jour, il a repéré un garde au comportement suspect dans une partie isolée du domaine, pour découvrir, après l'avoir confronté directement, que l'homme était simplement en train d'écrire tranquillement une lettre d'amour, rien de plus sinistre que cela. Ariane n'est pas particulièrement impressionné par cela, mais Arc continue son explication. Un autre jour, il a remarqué un employé de cuisine au comportement étrangement suspect, spécifiquement autour de substances toxiques. Interrogé directement, l'homme a révélé qu'il faisait en réalité des recherches sur des antidotes, au cas où l'épouse du seigneur serait de nouveau empoisonnée, afin de pouvoir réagir immédiatement et lui sauver la vie. Cela disculpe donc également le personnel de cuisine de tous méfaits. Frustré à ce stade, Ariane demande qui pourrait bien encore être responsable si ce n'est ni le garde, ni le personnel de cuisine. Arc mentionne alors une dernière bizarrerie qui le tracassait. En chemin, ils avaient tous les deux remarqué un perroquet parlant qui disait des choses vraiment étranges. Ariane réalise immédiatement qu'elle a déjà entendu quelque chose en lien avec ce perroquet précis. Elle se souvient avoir aperçu une cage vide quelque part dans le manoir pendant leur visite précédente, et se rappelle que lorsqu'ils avaient interrogé le seigneur directement à ce sujet, il avait expliqué qu'elle avait autrefois appartenu à un perroquet de compagnie possédé par son père, l'oiseau s'étant apparemment envolé quelque temps après que son père a perdu le pouvoir. En rassemblant toutes les pièces, Ariane devient totalement convaincue que le père destitué est en quelque sorte derrière tout ce qui s'est passé. Arc demande quelle devrait être leur prochaine étape, et Ariane révèle qu'elle a déjà élaboré un plan. Pendant ce temps, on retrouve le père destitué, toujours enfermé dans sa chambre, en train de se convaincre que rien de tout cela n'est réellement la faute de son fils,
rejetant plutôt toute la faute sur l'elfe, et déclarant ouvertement qu'il compte l'éliminer entièrement. Ariane fait discrètement introduire une grande caisse en bois dans sa chambre, sous le simple prétexte qu'elle sert de rangement supplémentaire, puis quitte rapidement les lieux. Quand le vieil homme, par pure frustration, finit par donner un coup de pied dans la caisse, celle-ci se fend de manière inattendue, révélant Arc caché à l'intérieur depuis le début, déguisé en une étrange momie sans particularité, spécifiquement pour que le vieil homme ne soupçonne rien d'anormal. Cette nuit-là, Arc observe tranquillement le père parler directement à son perroquet, lui donnant un message détaillé décrivant exactement comment la prochaine attaque prévue devrait se dérouler. Cela confirme pleinement qu'il est derrière tout depuis le début, et le perroquet s'envole en emportant le message avec lui. Le lendemain matin, lorsque le père se réveille, il est stupéfait de découvrir que le squelette déguisé a complètement disparu de l'endroit où il avait été laissé. Ayant déjà envoyé plusieurs assassins à l'avance, le lendemain, alors que le seigneur traverse une partie de la ville, il se retrouve soudainement encerclé et attaqué sans avertissement. Arc arrive exactement au bon moment pour le sauver. Pendant ce temps, l'épouse du seigneur, qui voyage non loin de là est en réalité Ariane déguisée, utilisant l'apparence de l'épouse elfe comme un leurre convaincant, spécifiquement pour attirer et éliminer les attaquants restants un par un, ce qu'elle parvient à faire efficacement et sans trop de difficultés. Séparément, la véritable épouse, Theresia, part de son côté rendre visite à la servante même qui avait été empoisonnée plus tôt. Au même moment, Arc achève le dernier des assassins et suppose brièvement que tout est désormais entièrement résolu, sincèrement soulagé que le seigneur s'en soit sorti sain et sauf. Mais Ariane demande soudain au seigneur où se trouve exactement sa femme en ce moment. Il explique qu'elle est partie voir cette même servante, dans les faubourgs nord de la ville, qui se trouve être exactement la région d'où provient ce type particulier de poison. Ariane réalise immédiatement que la vie de Theresia pourrait être en danger sérieux et presse Arc de les téléporter là-bas aussi vite que possible, ce qu'il fait en répétant rapidement les téléportations pour rattraper la distance à temps. Pendant ce temps, on voit la servante préparer tranquillement du thé pour Theresia, l'empoisonnant secrètement avant de le lui servir. Heureusement, Arc se déplace assez vite pour qu'ils arrivent juste à temps. Ariane attrape le thé avant que Theresia ne puisse en prendre la moindre gorgée, et le verse directement sur une plante à proximité, qui se flétrit et meurt instantanément, confirmant définitivement que le thé avait été empoisonné depuis le début. Ariane révèle alors toute la vérité de la situation, c'est en fait la servante qui est derrière chaque tentative sur la vie de Theresia, depuis le tout début. Theresia est sincèrement choquée par cette révélation, puisqu'elle avait toujours fait entièrement confiance à cette femme en particulier, sans aucune remise en question. Ariane explique que la servante avait délibérément mis en scène l'empoisonnement précédent spécifiquement pour gagner la confiance de Theresia, s'assurant qu'elle se sentirait suffisamment en sécurité pour revenir lui rendre visite plus tard, moment auquel l'attaque véritable et finale pourrait alors réussir. Confrontée directement à la vérité, la servante avoue tout sans grande résistance, expliquant simplement qu'elle ne peut se résoudre à accepter qu'un humain épouse une elfe, en aucune circonstance. Elle tente de fuir la scène et de mettre fin à ses propres jours par honte, mais Arc l'en empêche physiquement, lui disant qu'il n'y a sincèrement aucune raison de mourir pour cela, insistant sur le fait qu'elle a toujours une réelle valeur, et pourrait à l'avenir contribuer à quelque chose de significatif plutôt que de mettre fin à tout ici. L'intrigue entière étant désormais entièrement résolue, Arc et Ariane se préparent à enfin quitter la ville. Le seigneur et son épouse les remercient chaleureusement et sincèrement, leur disant de les contacter personnellement s'il y a un jour quoi que ce soit qu'ils puissent faire pour leur rendre l'appareil à l'avenir. Alors qu'Arc et Ariane partent en direction de la prochaine ville, ils croisent en chemin un autre perroquet messager, celui-ci portant un nouveau message de la part de quelqu'un nommé Denka. Le message rapporte que de grandes quantités d'hommes-bêtes et d'elfes sont actuellement vendus quelque part à proximité, et les presse d'enquêter directement là-dessus. Munis de cette nouvelle piste, Arc et Ariane repartent une fois de plus vers leur prochain voyage. Dans le territoire prospère de Huvan, la mélodie claire de la flûte d'une fille aux cheveux noirs attire une foule sous la tour de l'horloge. Pendant que la petite sœur, Shay, joue en bas et capte l'attention de tous, son grand frère Chill escalade la tour à main nue, s'agrippant brique après brique jusqu'à ce que toute la place soit obligée de lever la tête. Les rires et les pièces remplissent rapidement le bol placé devant la fille. Cela semble être un spectacle de rue ordinaire dans une ville bondée, mais le rassemblement offre également une couverture parfaite à plusieurs silhouettes encapuchonnées qui observent discrètement des cibles potentielles. Arc, Ariane et Ponta arrivent à Huvan après avoir reçu une requête urgente de Danka. Un groupe de ravisseurs opère dans tout le territoire, vendant ses victimes à l'étranger. Les criminels ne ciblent pas seulement les elfes ou les hommes bêtes. Même les humains peuvent disparaître s'ils attirent l'attention des mauvaises personnes. Huvan est également un centre commercial majeur reliant le grand-duché de Limbalt à Olaf, la capitale royale de Rodan. Les chariots marchands entrent et sortent constamment, tandis que les rues bondées rendent remarquablement facile le fait d'exfiltrer quelqu'un hors de la ville sans être remarqué. Malgré le danger,
Ariane est ravie par ce qu'elle voit. Les elfes et les hommes bêtes peuvent marcher ouvertement dans les rues, échanger des marchandises et parler avec les humains sans éveiller les soupçons. Elle pense que les efforts de la princesse Uriana ont enfin commencé à produire un véritable changement. Arc espère qu'un jour, le fait que différentes races partagent la même route deviendra si ordinaire que plus personne n'y prêtera attention. Malheureusement, les ravisseurs exploitent les foules de cette ville symboliquement pacifique pour répandre la peur. Après le long voyage, Ariane suggère de se reposer pour la nuit et de commencer l'enquête le lendemain matin. Arc accepte immédiatement, en partie parce qu'une ville de cette taille est presque assurée de proposer d'excellents repas. Ce soir-là, tous les trois s'installent dans le coin privé d'une auberge. Arc retire son casque pour que le squelette doré puisse manger, tandis qu'Ariane se plaint que des heures de questions n'ont produit aucune piste utile. La ville est trop peuplée, les rumeurs sont trop nombreuses, et un criminel peut disparaître presque instantanément en se fondant dans la foule. Arc pense que les méfaits finiront par laisser des traces, mais Ariane lui rappelle qu'attendre que les ennuis viennent à eux est précisément la raison pour laquelle leur voyage vers les montagnes de la couronne du dragon ne cesse de se transformer en missions qui n'ont rien à voir. Leur conversation sérieuse prend fin lorsque Ponta devient soudainement tout rouge et s'effondre à côté d'une assiette de viande. Ariane devient elle aussi inhabituellement joyeuse et étourdie, sa voix s'adoucissant jusqu'à ne presque plus ressembler à la personne disciplinée qu'elle est d'habitude. Arc vérifie le menu et découvre enfin le problème. Le plat appelé dinde ivre est cuisiné avec suffisamment d'alcool pour enivrer quiconque le mange. Ponta est déjà inconscient, tandis qu'Ariane continue d'insister sur le fait qu'elle est parfaitement sobre. Arc trouve alors une solution incroyablement mauvaise. Il décide de protéger tout le monde en mangeant lui-même le reste de la dinde. En conséquence, les deux aventuriers restent complètement inutiles jusqu'à midi le lendemain. Arc et Ponta sont encore en train de s'en remettre, l'un se tenant la tête endolorie tandis que l'autre est allongé de tout son long sur son épaule, mais l'enquête doit continuer. Le groupe se sépare pour fouiller la ville. Arc explore les ruelles étroites et découvre que Uvan possède des coins beaucoup moins prestigieux, incluant des mendiants et plusieurs établissements nocturnes extrêmement suspects. Un homme tente d'attirer le voyageur en armure vers un hôtel privé, pour finalement découvrir qu'Arc est beaucoup trop sérieux pour son baratin commercial et récolte un visage tuméfié pour sa peine. Ariane enquête de son côté dans le quartier du marché. Lorsque les deux se retrouvent près de la place, aucun n'a trouvé suffisamment d'informations pour identifier le chef des ravisseurs. À ce moment-là, des acclamations provenant de la tour de l'horloge les attirent vers la représentation de Schill. Aujourd'hui, le garçon grimpe seul, Shen n'est nulle part sous la tour pour jouer de sa flûte. Ariane sent que quelque chose ne va pas, bien qu'elle ne comprenne pas encore pourquoi. La foule reste complètement absorbée par chaque mouvement que fait Schill. Plus il monte, plus tout le monde en bas lève les yeux. Alors que tous les regards sont fixés sur la tour, Schill pointe soudainement le doigt directement vers Ariane. Un homme encapuchonné s'approche immédiatement par derrière, presse un couteau contre elle, et lui ordonne de le suivre sans faire de bruit. Plusieurs complices se tiennent cachés parmi les spectateurs, prêts à encercler la cible, et à l'escorter hors de la place. Ariane comprend immédiatement la méthode. Le spectacle crée une foule, Schill identifie une cible d'en haut, et les ravisseurs encapuchonnés s'approchent depuis un angle mort avant de retirer la victime en plein jour. Malheureusement pour eux, ils ont choisi une elfe noire ayant une expérience considérable dans le démantèlement de réseaux de trafic. Ariane projette à terre l'homme qui la retient. Les autres criminels s'enfuient dans une ruelle et lâchent de la fumée pour dissimuler leur fuite. Elle les poursuit mais ne parvient à attraper personne. Avant de perdre le groupe de vue, Ariane ordonne à Arc de capturer Schill. Comprenant que le plan a échoué, le garçon quitte la tour et s'enfuit en courant sur les toits. Il connaît la ville à la perfection, s'agrippe aux rebords étroits avec aisance, et se retourne même pour se moquer du chevalier en armure lourde qui le poursuit. Une plateforme en bois s'effondre derrière Schill, lui laissant croire que la silhouette encombrante a finalement été distancée. Arc, cependant, n'a pas besoin de gagner par la vitesse. Il utilise la magie de téléportation et apparaît directement sur le chemin du garçon. Schill n'a pas le temps de se retourner et s'écrase directement contre une armure aussi solide qu'un mur de pierre. La poursuite se termine sans lui causer de blessures graves. À l'extérieur des murs de la ville, Schill est assis, ligoté devant Arc et Ariane. Il accuse avec colère Arc d'avoir triché, tandis qu'Arc explique calmement qu'il s'est contenté d'utiliser la magie. Ariane exige de savoir pourquoi un enfant aide des ravisseurs et où leurs victimes sont détenues. Schill baisse la tête et refuse de répondre, même lorsqu'on lui dit que les captifs incluent des enfants de plusieurs races différentes. Il garde le silence. Pendant l'interrogatoire, la blessure au genou de Schill commence à le faire souffrir et le fait s'effondrer. Arc empêche Ariane d'exercer plus de pression et utilise la magie de guérison pour soigner la blessure mineure. L'attitude de Schill change immédiatement. Les personnes qui l'ont capturé n'ont rien exigé en échange avant de l'aider. Il lève les yeux et demande si cette même magie pourrait guérir une jambe qui a été gravement fracturée par le passé. La question révèle que son silence n'a rien à voir avec une quelconque loyauté envers les criminels. Schill explique qu'autrefois,
Il se produisait tous les jours avec sa sœur Shay. Il escaladait la tour pendant qu'elle jouait de sa flûte en bas. Chaque fois qu'il essayait de monter plus haut, Shay lui disait de faire attention. Mais Chill continuait à prendre des risques car le public récompensait les performances plus dangereuses avec plus d'argent. Un jour, une partie du mur supérieur s'est soudainement effondrée. Des chutes de pierre ont frappé la place et ont gravement blessé la jambe de Shay. À partir de ce moment-là, Chill a dû se produire seul pour gagner de quoi payer son traitement. Les spectacles de rue ne rapportaient jamais assez. Alors qu'il avait presque perdu espoir, un homme encapuchonné nommé Mushra est apparu et a offert son aide. En échange, Chill devait aider à sélectionner des cibles dans la foule. Il a accepté car guérir Shay était la seule chose qui comptait pour lui. Ce n'est qu'après avoir vu les ravisseurs s'emparer d'enfants, qui n'étaient pas différents de sa sœur, que Chill a compris que son espoir de sauver une personne était acheté au prix de la souffrance d'innombrables autres familles. La colère d'Ariane commence à s'estomper, et Ark ne considère plus Chill comme un ennemi. Shra a profité d'un frère désespéré au moment précis où celui-ci croyait n'avoir aucun autre choix. Leur première priorité est de libérer Shay de la menace utilisée pour le contrôler. Ark demande à Chill de les conduire à sa sœur, donnant au garçon l'opportunité de réparer son erreur tout en rapprochant le groupe de la cachette des ravisseurs. Ailleurs, les trafiquants savent déjà que leur emplacement a peut-être été découvert. Leur chef ordonne immédiatement de transférer tous les prisonniers hors de la ville. La salle de détention exiguë est remplie de chaînes et de captifs, incluant des humains, des elfes, des hommes bêtes et des enfants. Les criminels se plaignent de ne pas avoir réussi à capturer des cibles de plus grande valeur avant de discuter de Chill et Shay. Les jambes abîmées de la fille réduisent son prix de vente, mais pour eux, elle reste utile comme moyen de pression pour forcer son frère à obéir. Chill retourne dans la petite pièce avec Ark, Ariane et Ponta. Shay est immédiatement soulagé de voir son frère, mais ses jambes sont couvertes d'échymoses dues à des traitements cruels et à des mois sans mouvement approprié. Ark place une main sur son genou et lance un sort de guérison. La lumière efface les blessures directes, mais il explique que ses muscles sont devenus raides et faibles. Shay doit s'entraîner progressivement à les bouger de nouveau. Réparer les dommages ne signifie pas qu'elle peut courir instantanément comme si de rien n'était. Chill s'assoit à côté d'elle, examine soigneusement ses jambes, et lui conseille de ne pas forcer. Il promet de l'aider tout au long de sa convalescence. Observer les frères et sœurs rappelle à Ariane sa propre sœur, Even. Peu importe la fréquence à laquelle les membres d'une famille se disputent, le lien qui les unit ne peut être facilement remplacé. Shay comprend que Chill doit encore guider le groupe d'Ark, elle lui demande donc simplement de ne rien faire de dangereux. Il sourit et promet d'être prudent. Malheureusement, les ravisseurs ont tout observé de loin. Deux hommes encapuchonnés attendent que la pièce soit vide, reviennent pour s'emparer de Shay et la placent à bord du convoi qui se prépare à quitter Uvan. Portant une cape, Chill conduit Ark et Ariane à la base souterraine que Mushra utilisait auparavant. Deux hommes encapuchonnés les suivent secrètement et réalisent que le garçon les a trahis, mais ils n'attaquent pas car l'endroit a déjà été abandonné. Plusieurs couches de chaînes bloquent l'entrée. Ark brise le cadenas et fait entrer le groupe. Les pièces sont vides, à l'exception de menottes en métal abandonnées, de cordes et de caisses en bois, prouvant que les prisonniers n'ont été déplacés que très récemment. Chill les guide à travers un passage secret que les ravisseurs utilisent normalement pour transporter les captifs à l'extérieur. Cependant, au moment où ils atteignent la rue, tous les chariots ont disparu. Chill se souvient seulement que les criminels ont mentionné un jour la route menant vers Olav. Ark change immédiatement de tactique. Utilisant la magie, il transporte Ariane, Chill et Ponta par-dessus le mur de la ville, et sur une haute corniche rocheuse d'où ils peuvent observer la route en contrebas. Trop de chariots presque identiques voyagent à l'extérieur de la ville pour que Chill puisse identifier le bon à son apparence. Il étudie les conducteurs l'un après l'autre, mais ne trouve aucun visage familier. Juste au moment où leur espoir commence à s'estomper, une mélodie de flûte familière s'échappe de l'un des véhicules en mouvement. Chill reconnaît immédiatement la chanson de Shay. À l'intérieur du chariot, Shay est assise parmi les prisonniers et joue délibérément de sa flûte en guise de signal. Un garde lui arrache rapidement l'instrument et la frappe, mais le bref son a déjà rempli son objectif. C'est Shay, et non la magie écrasante d'Ark, qui permet au groupe d'identifier le bon chariot. Chill leur demande désespérément de sauver sa sœur. Ark et Ariane descendent immédiatement, et bloquent le passage du convoi. Les trafiquants reconnaissent Ariane comme l'elfe noir qui a perturbé leur opération plus tôt. Au lieu de battre en retraite, ils affirment avec arrogance qu'ils n'ont perdu que par manque de vigilance, et annoncent que, cette fois, ils vont la capturer et la vendre elle aussi. Ariane leur adresse un sourire glacial, et les invite à essayer. Un homme charge avec un couteau, elle se décale, esquive la lame, et réduit la distance à une vitesse foudroyante. Avant même qu'il ne comprenne ce qui s'est passé, elle le dépasse et le fait s'effondrer à côté de la roue du chariot. Les autres tentent de s'appuyer sur leur avantage numérique, mais leur formation s'est déjà effondrée. Ark apparaît derrière les ravisseurs restants, une lumière bleue brillant à travers l'ouverture de son casque. Il les condamne pour avoir exploité l'amour entre Chill et Shay, et transformé un enfant désespéré en outil.
Les ravisseurs paniquent, incapables de déterminer si la silhouette en armure est humaine ou s'il s'agit d'une sorte de monstre. Ark déclare que cette fois, ils vont découvrir ce que l'on ressent quand on est emprisonné. Il déclenche son Wyvern Slash. Entaille de la vouivre, envoyant un vaste arc d'énergie à travers leur formation et abattant chaque criminel qui continue de résister, sans blesser aucun des prisonniers à l'intérieur des chariots. Les portes sont ouvertes, permettant aux captifs de sortir les uns après les autres. Au moment où Shay voit son frère, elle l'appelle. Chill se précipite en avant, l'enlace et lui promet que tout est enfin terminé. Les frères et sœurs, qui avaient été utilisés pour soutenir le réseau d'enlèvement, peuvent désormais se tenir l'un à côté de l'autre sans craindre que Mushra n'utilise l'un pour contrôler l'autre. De retour à Houvan, le son de la flûte de Shay remplit à nouveau la place sous la tour de l'horloge. Elle peut désormais se tenir au milieu de la foule et accompagner son frère tout en poursuivant sa convalescence. Chill escalade le mur familier à main nue et déclare que s'il atteint le sommet, tout le monde devra le récompenser par de chaleureux applaudissements. Chill acclame avec plus d'enthousiasme que quiconque. Ark et Aryan observent discrètement depuis la foule le frère et la sœur se réapproprier la vie qui leur avait été volée. La mission à Houvan a sauvé de nombreuses personnes, mais Ark et Aryan comprennent que le convoi qu'ils ont arrêté ne représente qu'une seule branche d'un réseau de trafic plus vaste. Les criminels capturent des victimes et les vendent au-delà des frontières du pays. Mushra et les personnes au-dessus de lui sont toujours en liberté. Ils ont brisé un maillon de la chaîne, mais l'organisation tout entière n'a pas encore été détruite. Alors que le groupe quitte la ville, un oiseau chuchoteur se pose soudainement sur la main d'Aryan. Elle suppose d'abord que Danka a envoyé une autre mission, mais la voix qui s'en échappe appartient à sa sœur Even, qui l'appelle affectueusement, et lui ordonne de venir la retrouver immédiatement. Au même moment, au fond d'un tunnel sombre totalement déconnecté des événements de Houvan, une longue formation de guerriers squelettes marche au pas, vêtus d'un équipement identique. Une mystérieuse silhouette encapuchonnée se tient devant eux, et déclare que même les morts sont autorisés à servir les dieux. Il ordonne à l'armée de morts vivants de considérer ce service comme un immense honneur. Dans le couloir obscur d'un grand manoir, une elfe aux cheveux bleus avance avec une bougie en direction d'une porte scellée. Dès que sa main touche le métal, une lumière violette envahit tout l'écran. Une puissante décharge d'énergie la projette en arrière et la fait tomber au sol, comme si une force sinistre cherchait délibérément à l'effrayer pour la tenir éloignée. Des éclairs violets illuminent la nuit, mais ce qui se trouve derrière la porte demeure caché. Ailleurs, Ark, Aryan et Ponta sont arrivés dans les montagnes d'Aneto après avoir répondu à la convocation d'Evain. Ark a entendu dire qu'Evain était une guerrière elfe exceptionnelle et il a hâte de la rencontrer. Il suppose que le fait de leur demander de l'aide signifie peut-être qu'elle a enfin reconnu les progrès accomplis par sa petite sœur. Aryan l'espère également, même si son expression laisse entendre qu'elle ne pense pas que la situation sera aussi simple. Ponta est la première à remarquer une silhouette encapuchonnée qui plonge vers eux depuis les airs. Ark a tout juste le temps de lever les yeux qu'une épée s'abat sur lui. Aryan crie pour le prévenir, et le chevalier squelette dégaine sa lame afin de bloquer l'attaque de front. Les deux armes s'entrechoquent violemment, mais Ark reste debout, immobile comme un mur d'or. L'assaillante s'arrête et retire sa capuche, révélant qu'il s'agit d'Evain. Apparemment, dans cette famille d'elfes, lancer une attaque surprise à l'épée est une manière parfaitement normale de dire bonjour. Avant qu'Aryan puisse se plaindre, Evain exige que sa sœur l'appelle, grande sœur, et la serre très fort dans ses bras. Elle examine Aryan de la tête aux pieds et remarque qu'elle semble avoir maigri. Après avoir assisté à la démonstration d'escrime d'Evain, Ark se souvient du style de combat de Glony et souligne qu'elle se déplace vraiment comme sa mère. Evain répond modestement qu'elle est encore très loin du niveau de Glony. Lorsqu'Aryan lui demande pourquoi elle a attaqué Ark, Evain explique calmement qu'elle ne donnera jamais son approbation si l'homme choisi par sa petite sœur est trop faible. Ark est complètement déconcerté par ce sous-entendu, tandis qu'Aryan s'empresse de nier qu'ils entretiennent ce genre de relation. Evain raconte que leurs parents lui ont parlé d'Ark à de nombreuses reprises, depuis les multiples fois où il a aidé les elfes jusqu'à sa quête de la source capable de dissiper les malédictions. S'ils n'éprouvent rien l'un pour l'autre, pourquoi sont-ils toujours aussi inséparables? Aryan explique qu'elle ne fait que rembourser sa dette envers Ark en le guidant jusqu'à la source, car un humain ne peut pas pénétrer librement dans les terres qui l'entourent. Aryan comprend alors que sa sœur connaît déjà le secret dissimulé sous l'armure d'Ark. Evain le confirme, lui retire tranquillement son casque, observe le crâne qui se trouve dessous et conclut qu'il est bel et bien un squelette complet. Elle reconnaît qu'Ark est extrêmement puissant, mais estime que leur bref affrontement s'est terminé trop rapidement pour déterminer s'il est réellement digne d'Aryan. À cet instant, Aryan voudrait pouvoir s'enterrer elle-même, ainsi que toute cette conversation, sous la montagne. Aryan contre-attaque immédiatement en rappelant à Evain que c'est elle qui s'apprête à se marier. Ark lui présente ses félicitations. Aryan avait auparavant affronté seule une meute entière de louantés afin de récupérer leur queue et de les offrir comme cadeau de mariage à sa sœur. Malheureusement, la cérémonie a été reportée parce qu'Evain est occupé par sa mission actuelle.
Son fiancé a non seulement accepté ce délai, mais il a même proposé d'aménager une chambre privée pour Ariane dans leur future maison. Ariane a immédiatement refusé cette occasion de devenir la chandelle la plus voyante de tout le continent. Elle demande ensuite à Evin si elle l'a convoqué uniquement pour tester Ark. L'expression de sa sœur devient sérieuse. La mission en cours est complexe et pourrait impliquer une personne très influente. Mais avant de lui expliquer la situation, Evin veut évaluer personnellement les progrès d'Ariane. Les deux sœurs dégainent leurs épées et se font face dans une clairière. Ariane attaque la première, accélérant à plusieurs reprises et changeant constamment de direction pour mettre son adversaire sous pression. Cependant, Evin anticipe chacune de ses attaques. Elle n'a même pas besoin de bloquer directement. Elle bouge uniquement lorsque cela est nécessaire, puis se place dans la position la plus avantageuse avant qu'Ariane ait pu achever son mouvement. Ark comprend qu'Evin n'est pas simplement plus rapide. Elle lit les intentions d'Ariane et agit toujours avec un temps d'avance. Incapable d'atteindre sa sœur avec son épée, Ariane décide d'utiliser la magie. Plusieurs projectiles de feu apparaissent et sont lancés simultanément, mais Evin se repositionne grâce au vent, esquive toute la salve et utilise aussitôt un sort d'eau. Une immense sphère enveloppe Ariane. Lorsque le sort disparaît, elle s'effondre au sol, trempée et désorientée, tandis qu'Evin se tient toujours exactement là où elle se trouvait au début du duel. Cette défaite continue de peser sur Ariane lorsque le groupe se repose autour d'un feu de camp. Elle reconnaît qu'Evin a toujours été la sœur exceptionnelle, une puissante guerrière qui a sauvé leur peuple à de nombreuses reprises, tandis qu'Ariane ne pouvait que rester derrière et les regarder. Même après des années d'efforts, la distance qui les sépare paraît toujours immense. Ark rappelle à Ariane que sa force ne se mesure pas uniquement à sa capacité à vaincre sa sœur. Comparée à la femme qu'il a rencontrée pour la première fois, elle a énormément progressé. Plus important encore, Ariane a sauvé d'innombrables vies de ses propres mains et elle a toutes les raisons d'être fière de la voie qu'elle a choisie. Ses encouragements lui mettent les larmes aux yeux. Elle le remercie, tandis qu'Ark explique que son propre voyage n'a pas besoin d'être mené dans la précipitation. Voyager aux côtés d'Ariane lui a déjà apporté beaucoup de bonheur. L'écart entre elle et Evin existe toujours, mais au lieu de se concentrer uniquement sur ce qu'elle n'a pas encore accompli, Ariane sourit enfin et décide de continuer à progresser à son propre rythme. Pendant que le groupe d'Ark se repose dans la forêt, Uriarna est retourné au palais royal de Roden et se tient devant son frère aîné, Sect. Celui-ci la prend aussitôt dans ses bras et exprime son soulagement de la voir encore en vie. En apparence, il s'agit de retrouvailles émouvantes entre un frère et une sœur. Pourtant, derrière cette façade, Uriarna envisage discrètement la possibilité que Darun ait été qu'un pion placé par Sect sur l'échiquier. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un soupçon et non d'un fait avéré. Sect lui rend le collier qui appartenait autrefois à leur défunte mère et qui a ensuite été retrouvé en possession de Daru. Uriarna comprend que ce collier, associé à sa disparition, a convaincu tout le monde qu'elle avait été assassinée. Elle ne confronte pas son frère. À la place, elle lui présente calmement les résultats de ses négociations avec le grand ancien Fanga. Les elfes ont accepté de donner la priorité au commerce avec Roden. Parmi les marchandises proposées figurent des pierres de fertilité capables de restaurer les terres stériles et d'apporter d'immenses avantages au royaume. Sect comprend immédiatement la valeur de cet accord. Bien qu'il sache que de nombreux nobles s'y opposeront, il déclare qu'il travaillera aux côtés de Uriarna pour assurer la réussite de ce projet. La princesse le remercie puis quitte la pièce. Ce n'est qu'une fois la porte refermée que l'expression amicale de Sect disparaît, remplacée par un air froidement calculateur. Un serviteur l'avertit que la réussite du commerce avec les elfes augmentera considérablement le soutien populaire dont bénéficie Uriarna. Sect se contente de sourire et affirme qu'ils partagent tous les deux le même objectif, puisque tout ce qu'ils font est destiné au bien de Roden. Ses paroles semblent nobles, mais son regard est celui d'un homme qui prépare déjà son prochain coup. De retour dans la forêt, Evin explique enfin leur mission. Au pied des montagnes d'Aneto se trouve un village appelé Der. Autrefois, celui-ci était totalement isolé et n'avait pratiquement aucun contact avec le monde extérieur. La famille du chef dirigeait la communauté depuis des générations, jusqu'à ce que des bêtes magiques attaquent soudainement plusieurs années auparavant, tuant la majorité des habitants. Parmi les rares survivants se trouvait la fille de l'homme qui aurait dû devenir le prochain chef, une femme réputée pour son extraordinaire bonté. Après avoir pris Der en charge, elle a ouvert le village au monde extérieur et créé un centre destiné à aider les elfes et les hommes bêtes libérés. Échapper à l'esclavage ne signifie pas qu'une personne peut simplement rentrer chez elle. Beaucoup de survivants ignorent le chemin du retour, n'ont pas d'argent et ne possèdent pas la force nécessaire pour traverser des territoires dangereux. Le centre, connu sous le nom de « village de Lisa », leur fournit un abri, de la nourriture et organise leur voyage de retour. Lisa et son mari, un marchand étranger, auraient consacré les économies accumulées pendant des années au fonctionnement de cet établissement. Ark salue immédiatement la générosité de cet homme, mais Evin soulève un grave problème. Bien que le centre affirme avoir reconduit de nombreux elfes et hommes bêtes dans leur terre natale, il n'a jamais été confirmé qu'une seule de ces personnes était réellement arrivée à destination. Si des voyageurs disparaissent en chemin, leur escorte peut simplement prétendre qu'ils ont été attaqués ou que le groupe s'est séparé quelque part sur la route. Le village de Lisa sauve peut-être réellement des gens,
mais quelqu'un pourrait également se servir de sa réputation pour dissimuler une autre activité. Le groupe d'Ark est donc venu enquêter, et non attaquer avant d'avoir découvert la vérité. Lorsqu'il pénètre dans le grand manoir situé au centre de Der, un homme à lunettes s'incline depuis l'escalier et se présente sous le nom de Yakov, l'administrateur du centre. Ariane et Evin prétendent être deux elfes attendant d'être ramenés à l'Alatoya. Yakov explique que l'établissement accueille actuellement de nombreux elfes et hommes-bêtes. Les deux sœurs devront donc rester sur place pendant que leur voyage sera organisé. Tout ce qui est accompli ici correspond au souhait de Lisa, son épouse, qui a depuis disparu. Une elfe pâle aux cheveux bleus clairs, nommée Pamela, est chargée de leur faire visiter le manoir. Dans le couloir, Pamela retrouve une personne qui avait autrefois été emprisonnée à ses côtés dans la demeure d'un marchand d'esclaves. Elle s'était promis que, si elle retrouvait un jour leur liberté, elles vivraient ensemble. Cette promesse est enfin devenue réalité. Pamela rougit, tandis que sa compagne a du mal à contenir son bonheur. Après tant d'histoires de familles séparées par l'esclavage et les enlèvements, ces retrouvailles discrètes prouvent que le village de Lisa a réellement sauvé des gens par le passé. Les résidents expliquent que Lisa aidait les elfes et les hommes bêtes bien avant l'annonce des réformes de Uriarna. Elle soignait personnellement les blessés, leur offrait un endroit où dormir et leur donnait la possibilité de recommencer leur vie. Plus Ariane entend parler d'elle, plus elle souhaite la rencontrer. Cependant, la plupart des résidents actuels reconnaissent ne l'avoir jamais vue, car elle a disparu il y a longtemps. Selon une rumeur, elle aurait été enlevée par des personnes qui détestaient les elfes. Yakov croit toujours que sa femme est vivante quelque part, mais une autre rumeur circule également. Quelqu'un aurait aperçu un fantôme devant la chambre de Lisa, et une silhouette indistincte portant une bougie apparaîtrait parfois dans le couloir pendant la nuit. Lorsqu'Ariane et Evin passent devant la chambre verrouillée, elles ressentent toutes les deux une présence extrêmement inhabituelle provenant de l'intérieur. Elles ne tirent pas immédiatement de conclusion et s'éloignent afin de ne pas effrayer les résidents. Au cours d'une conversation privée, Evin explique que la bonté de Lisa était peut-être tout à fait sincère, mais que cela n'empêche pas une autre personne d'exploiter son nom. Ce qui se trouve derrière cette porte ne peut pas être considéré comme une simple rumeur sans fondement, puisque deux elfes hautement entraînés ressentent exactement la même présence. Une fois la nuit tombée, Ariane et Evin retournent secrètement dans la chambre de Lisa. Alors qu'elle s'apprête à examiner la porte, une servante apparaît soudainement dans le couloir. Les deux sœurs sont contraintes de prétendre qu'elles se sont perdues, et la femme propose de raccompagner ses invités jusqu'à leur chambre. Ce qu'aucune des deux ne remarque, c'est que Yakov se cache derrière un mur et les observe avec une expression sinistre. Cette première tentative ayant été interrompue, Ariane décide d'appeler Ark. Si la porte principale ne peut pas être ouverte sans attirer l'attention, la magie de téléportation d'Ark représente le moyen le plus sûr de pénétrer à l'intérieur. Avant de poursuivre, les sœurs continuent d'interroger les résidents au sujet des voyages de retour. Elles apprennent que les itinéraires et les heures de départ sont gardés totalement secrets pour des raisons de sécurité. En dehors de Roden, presque aucun pays ne garantit que les elfes puissent voyager librement. Chaque personne secourue dépend donc entièrement de ceux qui organisent le trajet. La nuit suivante, Ark et Ponta retrouvent les deux sœurs à l'extérieur du bâtiment. Ark explique qu'il ne peut se téléporter que vers un endroit situé dans son champ de vision. Il leur suffit donc d'observer la chambre à travers une fenêtre. Il active son sort et passe de l'autre côté de la porte verrouillée. Son corps en armure apparaît faiblement au milieu d'une lumière violette, puis se matérialise progressivement, lui donnant exactement l'apparence d'un immense fantôme. Malheureusement, comme les histoires de fantômes ont commencé bien avant son arrivée, Ark ne peut pas être tenu responsable de celle-ci. Après avoir ouvert le passage à Ariane et Evin, le groupe commence à fouiller la chambre. Les deux sœurs comprennent aussitôt que l'étrange présence ne provient d'aucun objet situé autour d'elles, mais qu'elle remonte dessous le plancher. Elles découvrent rapidement une trappe dissimulée et un escalier de pierre qui s'enfonce profondément sous terre. Plus elles descendent, plus la brume violette devient dense. Ark, lui, n'en distingue absolument rien. Evin explique que les elfes sont capables de percevoir la corruption de la mort, une forme d'énergie mortifère liée aux morts vivants. C'est peut-être pour cette raison que les résidents ordinaires pensent avoir aperçu un fantôme. Ariane se demande tout de même pourquoi les gens normaux ne remarquent qu'une forme indistincte, sans ressentir de danger évident. Evin comprend rapidement qu'un sort a dû affaiblir ou dissimuler cette énergie mortifère. Seuls des elfes entraînés comme elles sont capables de l'identifier avec précision. Quelqu'un a délibérément masqué les signes de la présence de morts vivants afin qu'ils puissent agir sans être découverts. Ark crée une petite flamme pour éclairer leur chemin, puis le groupe poursuit sa progression dans le couloir de pierre. Ponta hérisse soudain tout son pelage, pousse un cri d'alerte et fixe l'obscurité devant elle. Un instant plus tard, toute une formation de guerriers squelettes armés d'épées et de boucliers apparaît. L'endroit que l'on croyait être un refuge pour des personnes ayant tout juste échappé à l'esclavage dissimule une armée de morts directement sous ses planchers. Ark resserre sa prise sur son épée, tandis qu'Ariane et Evin se placent de part et d'autre et se préparent au combat. Cependant, l'identité de celui qui contrôle l'armée de squelettes, le véritable sort de Lisa et le rôle de Yakov dans cette conspiration demeurent encore inconnus. Contre des morts vivants aussi faibles, Ark n'a qu'à agiter la main pour les anéantir. Malheureusement,
sa démonstration de puissance va bien au-delà de ce que la situation exige. Le sol se fissure sous les pieds du groupe, précipitant tout le monde dans les niveaux inférieurs et les séparant. En surface, Yakov rapporte à un homme chauve vêtu de robe blanche que les intrus sont des guerriers elfes. Plutôt que de montrer de l'inquiétude, l'inconnu déclare que leur arrivée ne pouvait pas mieux tomber. Quel que soit son plan, il reste cependant dissimulé. Après la chute, Ariane se retrouve suspendue à l'envers dans des couches de toile d'araignée à l'intérieur de la caverne. Ponta s'accroche non loin et l'appelle avec détresse à plusieurs reprises. Au moment où la guerrière commence à chercher un moyen de s'échapper, Shiyome apparaît soudainement sur la falaise au-dessus et la libère. Shiyome explique que le clan Jinshin a entendu plusieurs rumeurs suspectes concernant le village de Lisa, alors elle est venue enquêter seule. En s'infiltrant dans le bâtiment, elle a senti une énergie de mort s'échapper du sous-sol, confirmant immédiatement que quelque chose de dangereux y était caché. Ailleurs, Evin réprimande Ark pour avoir utilisé une magie modifiant le terrain à l'intérieur d'une grotte. Ce n'est qu'à ce moment qu'il se souvient qu'Ariane l'avait mis en garde contre exactement la même chose. L'erreur étant déjà commise, les deux décident de s'enfoncer plus profondément. Une armée de morts-vivants dissimulés sous ce qui était supposément un centre de secours est un indice trop important pour être ignoré. Evin pense également qu'Ariane est capable de se protéger elle-même, car elle a personnellement entraîné sa jeune sœur depuis l'enfance. Lorsqu'Ark interroge Evin sur la fameuse mission de coopération qu'elle avait mentionnée précédemment, elle admet nonchalamment qu'une telle mission n'a jamais existé. Son véritable objectif était d'examiner l'homme suspect qui suivait sa sœur partout. Ark croyait avoir rejoint une enquête secrète, pour finalement découvrir qu'il subissait une évaluation de la part de la famille d'Ariane. Shiyome raconte à Ariane tout ce qu'elle a découvert après s'être temporairement séparée du groupe. Un homme nommé Udolan avait autrefois utilisé des bêtes magiques pour enlever des gens. Mais il n'était pas la seule personne capable de contrôler des monstres. D'autres groupes ont également utilisé des bêtes pour chasser des elfes, des hommes-bêtes et même des humains. Les victimes n'ont peut-être pas été transportées directement à l'étranger comme on le suspectait initialement. Au lieu de cela, elles semblent avoir été rassemblées dans un lieu situé à l'intérieur du royaume de Roden. Cela fait du village de Lisa un suspect de premier plan, notamment parce que Yakov est décrit comme un marchand étranger, même si personne n'a pu déterminer de quel pays il vient réellement. Au palais royal de Roden, la princesse Uriana reçoit un rapport de l'ancien Fanga indiquant que plusieurs elfes récemment secourus ont de nouveau disparu. Elle ne conclut pas encore que toutes les disparitions ont le même coupable, mais elle remarque également que le culte de Ilk attire discrètement davantage de fidèles. Publiquement, le culte prêche la prière et la paix. En privé, cependant, il encourage la haine envers les elfes et les hommes bêtes. Malgré cela, Uriana manque encore de preuves reliant directement Ilk aux enlèvements. Dans les souterrains, Ark et Evin découvrent des cristaux bleu-vert foncé. Lorsqu'Ark en teste un avec du feu, il brûle avec une flamme bleue inhabituelle. Evin identifie la substance comme étant du minerai de cristal magique, une source de combustible incroyablement précieuse. Depuis une position surélevée, ils aperçoivent une énorme mine à plusieurs niveaux remplie de rails, de chariots à minerais et d'échafaudages. Les réserves en contrebas sont suffisamment importantes pour devenir une source majeure de richesse pour une nation entière. La mine, cependant, fonctionne grâce au travail forcé. Des gardes armés contraignent des elfes, des hommes bêtes et des humains à extraire le minerai jusqu'à l'effondrement de leur corps. Evin reconnaît deux elfes qui étaient précédemment apparus dans l'établissement au-dessus. Les personnes à qui l'on avait promis protection et transport vers leur foyer n'ont apparemment jamais été autorisées à partir. Elles ont simplement été déplacées d'un prétendu sanctuaire vers une prison souterraine. Ark et Evin continuent dans les tunnels tandis qu'Ariane et Shiyome suivent des sons provenant de la mine. Un travailleur épuisé nommé Bart s'effondre, terrifiant sa petite amie. Elle essaie de l'aider, mais un garde l'en empêche. L'homme déclare froidement que quiconque n'est plus capable de travailler n'a plus aucune valeur et ordonne qu'on emmène Bart à l'établissement expérimental. Ark et Ariane entendent tous deux ces mots et s'enflamment de colère. Ils changent immédiatement de direction et suivent le garde pour découvrir ce qui se trame là-bas. Derrière les cristaux lumineux se dresse une structure en pierre ressemblant à un sanctuaire. Des dizaines de personnes de plusieurs races gisent immobiles devant son entrée. Le groupe d'Ark se réunit là et commence à les examiner individuellement. Ark trouve une victime qui respire encore, tandis qu'Evin et Shiyome confirment que plusieurs autres sont encore en vie. Ark lance le sort soin supérieur, créant un dôme de lumière qui couvre toute la salle et restaure tous ceux qui peuvent encore être sauvés. À leur réveil, les victimes expliquent que Yakov les a trompés avec des promesses de protection, pour les forcer ensuite à travailler dans la mine jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus endurer le labeur. Ponta se met soudainement en alerte autour des personnes restées immobiles. Evin remarque une énergie de mort violette entourant leur corps, ils sont déjà devenus des morts vivants. Un survivant révèle que Yakov fait travailler les prisonniers jusqu'à la mort pour extraire le cristal magique, puis utilise leurs cadavres pour créer une armée de morts. Même les guerriers squelettes rencontrés plus tôt ont peut-être autrefois été des victimes de cet établissement. Au moment où la vérité éclate, Yakov apparaît en haut des escaliers avec un groupe de gardes armés. Il accueille calmement les guerriers elfes comme s'il recevait des invités dans son domaine. Ariane l'accuse immédiatement d'exploiter le nom du village de Lisa pour rassembler des personnes récemment libérées de l'esclavage.
Elle exige également de savoir comment un étranger a pu découvrir un gisement minéral que la famille du chef du village gardait secret depuis des générations, même aux yeux de la famille royale de Roden. Yakov admet que la mine a été découverte et saisie sur ordre de quelqu'un connu uniquement sous le nom du Grand. Bien que la communauté fût isolée, elle avait quand même besoin de médicaments et d'outils de l'extérieur. Yakov a exploité ses routes commerciales pour approcher Lisa, a utilisé sa confiance pour enquêter sur les secrets de sa famille et a finalement localisé le gisement. Ces hommes ont ensuite assassiné le chef du village et les autres membres de la famille de Lisa, déguisant le massacre en une attaque de bêtes magiques. Lisa a été gardée en vie temporairement afin que Yakov puisse s'emparer des propriétés et de l'autorité de sa famille. Lorsqu'il a proposé de construire un sanctuaire pour les elfes et les hommes bêtes, elle a accepté avec joie car elle voulait sincèrement aider son prochain. Sa bonté est devenue la vitrine d'un système fondé sur les enlèvements, le travail forcé et l'expérimentation nécromantique. Ark demande si le cristal magique extrait est envoyé au Grand et exige de connaître le but de cette armée de morts-vivants. Le simple fait d'entendre son maître être remis en question plonge Yakov dans une rage folle. Il déclare que les intrus ne méritent pas d'en apprendre davantage, cependant, puisqu'ils sont assez puissants pour atteindre l'établissement expérimental, ils feront d'excellents matériaux pour des morts-vivants de niveau supérieur. Yakov lève un dispositif magique contenant une pierre rouge-violette. Son étrange énergie se répand vers les victimes nouvellement secourues, leur ôtant le contrôle de leur corps et les forçant à avancer vers le groupe d'Ark. Puisque les attaquants sont des victimes innocentes, le groupe ne peut pas utiliser d'attaque destructrice de zone. Shiyome lance des shurikens d'eau pour perturber la ligne de front. Ariane entoure son épée de vent et repousse les prisonniers en arrière, tandis qu'Evin crée des murs de pierre pour séparer la foule et restreindre ses mouvements. Les trois coordonnent leurs capacités pour maîtriser tout le monde sans ôter une seule vie. Les soldats de Yakov profitent de la distraction pour lancer une attaque surprise, mais Ark les attend déjà. Il active double brise-armure et envoie deux hommes valdinguer contre le mur derrière eux. L'impact fissure la pierre et révèle un squelette portant une robe bleue. Yakov reconnaît immédiatement les restes comme étant ceux de Lisa. Il ne manifeste ni douleur ni remords et fait froidement remarquer que l'installation souterraine est une tombe tout à fait convenable pour elle. Il admet seulement que, jusqu'à présent, il ignorait où son corps était tombé exactement. Ark avait initialement l'intention de remettre Yakov aux autorités, mais après avoir été témoin de tels crimes, il admet qu'une telle issue ne suffirait pas à apaiser sa colère. Yakov active le pouvoir qui lui a été accordé par le Grand. L'énergie rouge-violette fait trembler la pièce tandis que des pierres tombent du plafond de la caverne, et il profite du chaos pour s'échapper. Le groupe d'Ark ne le poursuit pas immédiatement. Leur priorité est d'évacuer les personnes encore piégées à l'intérieur. Shiyome, Ponta, Pamela et les résidents locaux guident les victimes hors des tunnels. Lorsqu'Ark, Ariane et Evin atteignent enfin le domaine à la surface, le sol explose. Un gigantesque golem de pierre recouvert de cristaux bleus s'élève de la poussière. Ark est surpris car les golems ordinaires ne sont généralement que de grossières figures de boue. La créature qui se dresse devant eux appartient clairement à une classe supérieure. Il la nomme immédiatement le golem colossal ultime suprême. Evin admet que le titre lui convient remarquablement bien, mais Ariane n'a aucune patience pour leurs enfantillages alors que des civils fuient encore. Elle leur ordonne de se concentrer sur la bataille. Shiyome commence avec la magie du feu, Evin invoque un énorme torrent d'eau, et Ark enchaîne avec le châtiment divin. Après ces trois puissantes attaques, le groupe croit brièvement avoir gagné. Mais lorsque la fumée se dissipe, les yeux du golem s'illuminent à nouveau, et son énorme corps reste debout. Yakov apparaît au loin et hurle que c'est là le pouvoir qui lui a été accordé par le Grand. Obéissant à son ordre, le golem rassemble de l'énergie et tire un énorme rayon vers le groupe d'Ark. Tout le monde esquive l'attaque, mais l'explosion déchire le sol et déclenche des incendies près du domaine. Ariane réalise que s'il continue à échanger des attaques d'une telle ampleur ici, le centre de secours sera réduit en cendres, même s'il l'emporte. Shiyome revient et confirme que tous les occupants de la mine ont été évacués. Sans civils en danger, le groupe peut enfin tirer pleinement parti du terrain. Ariane charge Evin et Shiyome de contrôler les incendies et de rediriger l'adversaire. Pendant qu'Ark fonce directement vers le golem, il le provoque continuellement et utilise sa robuste armure comme appât, éloignant l'énorme créature de la zone résidentielle vers un filon minier abandonné. Evin utilise un puissant courant d'eau pour modifier sa trajectoire, et Shiyome enchaîne avec lance d'eau. Leurs attaques combinées forcent le golem à se diriger vers la zone choisie. Au moment où il atteint le centre de la mine, Ark lance croc de roche. Cette fois, il ne détruit pas la caverne par accident, de nombreuses pointes de pierre s'élèvent délibérément autour des pieds du golem, bloquant son lourd corps au point d'embuscade et créant une ouverture pour l'attaque finale. Evin fait signe à Ariane, qui insuffle de l'énergie magique dans sa lame et invoque des flammes sacrées. Ark prend position du côté opposé et libère Vipère de flammes. Les deux flux de feu frappent la cible simultanément. L'explosion à l'intérieur du filon de cristal éclate avec une violente lumière bleue, projetant de la roche et de la terre hors du cratère et faisant trembler toute la zone. Lorsque les secousses s'apaisent enfin, le golem gît immobile parmi les ruines. La victoire appartient à toute l'équipe. Shiyome a terminé l'évacuation et aidé à positionner l'ennemi. Evin a éteint les incendies,
contrôler la trajectoire du golem et signaler le moment parfait pour attaquer. Arc a servi d'appât et a immobilisé la créature tandis qu'Ariane coordonnait la frappe de feu décisive. En regardant Ariane et Arc combattre ensemble si naturellement, Evin admet que sa jeune sœur semble capable de surmonter même les défis les plus difficiles lorsqu'elle se tient à ses côtés. Yakov refuse toujours d'accepter la défaite. Depuis une corniche surélevée, il ordonne frénétiquement au golem de se relever et de détruire les ennemis du grand. L'énorme corps bouge effectivement une dernière fois, mais au lieu de faire face au groupe d'Arc, sa tête se tourne directement vers Yakov. L'intendant perd son sang-froid et s'approche, tentant de le forcer à obéir. Il remarque alors un crâne humain incrusté dans le noyau du golem. L'image d'une femme en robe bleue apparaît dans l'énergie environnante, et Yakov se fige en prononçant le nom de Lisa. Personne ne sait si la silhouette est son esprit, un souvenir ou simplement une illusion. Le golem utilise ses dernières forces pour s'avancer vers Yakov et s'effondre de tout son poids directement sur lui. La poussière et la roche dissimulent le résultat. Tout le monde suppose que la créature a simplement épuisé son énergie et est tombée sur lui par hasard. Pourtant, la brève apparition de l'image de Lisa dans les ruines rend cette coïncidence difficile à accepter. De loin, l'homme chauve en robe blanche observe silencieusement la destruction avant de s'éloigner. L'histoire se déplace ensuite vers le Saint-Empire de Ilk. À l'intérieur de la grande cathédrale centrale d'Aru, un subordonné rapporte que Baltro a perdu une base de soutien opérationnel dans le royaume de Roden. Thanatos est assis sur son trône et déclare froidement que cette perte n'affectera pas leur grand dessein. Il convoque le cardinal Palmo et lui ordonne de dire à Celsius de lancer l'opération. La défaite de Yakov n'est pas la fin. Elle prouve simplement que le village de Lisa n'était qu'un maillon d'un réseau bien plus vaste. Le lendemain matin, les victimes secourues remercient le groupe d'Arc avant de se préparer à rentrer chez elles. La personne responsable de toute cette conspiration reste non identifiée, tandis que les mystères entourant le grand, Ilk et la présence de Lisa à l'intérieur du golem restent irrésolus. Evin a une autre mission et décide de se séparer du groupe. Arc et Chiomé lui disent au revoir, mais Ariane suit maladroitement sa sœur et lui demande ce qu'elle pense d'Arc. Evin évite de donner une réponse directe et la taquine en disant qu'Ariane s'est toujours interposée entre eux, l'empêchant de se faire une opinion correcte. La jeune guerrière retourne auprès de ses compagnons, le visage écarlate. Elle ignore qu'après être partie, Evin se remémore leur précédent test de force et réalise qu'Arc s'est délibérément retenu. S'il s'était battu sérieusement, le résultat aurait pu être complètement différent. Evin comprend qu'elle doit continuer à devenir plus forte, car elle n'est pas encore prête à confier sa sœur à quelqu'un d'autre. En même temps, elle a commencé à voir Arc comme quelqu'un de réellement capable de protéger Ariane. Lorsqu'Arc demande de quoi les sœurs ont bien pu discuter, Ariane nie immédiatement que c'était important et presse le groupe de reprendre son voyage. Après avoir laissé derrière eux les ennuis du village de Lisa, le groupe d'Arc retourne enfin à l'objectif qui a été retardé bien trop longtemps. Ils s'enfoncent dans une région intacte que des gens ordinaires n'auraient presque aucune chance d'atteindre sans un elfe pour les guider. Forêts et chaînes de montagnes s'étendent jusqu'à l'horizon. Ariani pointe du doigt un arbre énorme qui domine la mer de verdure au loin. C'est Lord Crown, la région qui abrite une source légendaire dont on dit qu'elle possède le pouvoir de briser les malédictions. Si l'histoire est vraie, Arc aura peut-être enfin un moyen de se libérer de la malédiction qui l'a transformé en squelette. Atteindre cet endroit a cependant déjà exigé du groupe de survivre à plus que sa juste part de catastrophe. Arc commence avec enthousiasme à chercher l'emplacement exact de la source lorsqu'il remarque une ancienne porte torii couverte de mousse et de lianes, au plus profond de la forêt. Il pense immédiatement à Ranzo, le fondateur dont Chiomé a tant parlé. Malheureusement, Arc devient tellement fasciné par la porte qu'il ne remarque absolument pas ce sur quoi il vient de marcher. Le sol se met à trembler. La poussière remplit l'air et quelque chose d'énorme bouge sous ses pieds. Ce qu'Arc prenait pour un sol solide, est en réalité le corps d'un dragon qui y reposait. Il a accidentellement marché directement sur le propriétaire du territoire. Le dragon ouvre les yeux, furieux, et réprimande l'intrus irrespectueux. Sa présence écrasante suffirait à paralyser la plupart des créatures ordinaires. Pourtant, Arc reste debout sans reculer d'un seul pas. Voyant que l'homme devant lui n'est absolument pas affecté par la pression, le dragon interprète le comportement d'Arc comme un défi. Arc lève précipitamment les mains et essaie d'expliquer qu'il n'a aucune intention de se battre, mais le dragon attaque avant qu'il ait pu terminer. Sa queue énorme balaye la zone et envoie Arc voler. Au moment où il se relève, le dragon ouvre la gueule et commence à rassembler de l'énergie. Une immense sphère de lumière bleue se forme à l'intérieur de ses mâchoires, et Arc reconnaît le souffle du dragon juste avant que le rayon ne soit tiré droit sur lui. L'attaque creuse une tranchée brûlante à travers la forêt, laissant un chemin calciné s'étendant loin derrière lui. Pourtant, Arc reste debout au centre de la destruction grâce à ses capacités défensives. Même le roi dragon est surpris qu'il ait résisté au souffle du dragon. La créature annonce que sa prochaine attaque sera sérieuse. Tandis qu'Arc dégaine son épée et se prépare à répondre, ce qui avait commencé comme un simple malentendu se transforme rapidement en un véritable combat. À ce moment-là, Ariani et Chiomé se précipitent et exigent immédiatement que les deux camps s'arrêtent.
Ariani s'adresse respectueusement au dragon en l'appelant le roi dragon et se présente comme Ariani Glennis Maple, une elfe de la grande forêt du Canada. Chiome s'avance et s'identifie comme une descendante du clan Genshin autrefois dirigé par Hanzo. Dès qu'il entend le nom de Hanzo, le roi dragon réalise que ses visiteurs ne sont pas de simples intrus. Il abandonne sa posture de combat et se présente comme Vilarsfim. Arc donne également son nom, expliquant qu'il n'est qu'un mercenaire errant qui n'a jamais eu l'intention de manquer de respect. Après avoir entendu le but de leur voyage, Vilarsfim comprend qu'Ariani et Chiome aident Arc à chercher le pouvoir de la source en remerciement de tout ce qu'il a fait pour elle. Le roi dragon s'excuse d'avoir immédiatement supposé qu'Arc était un intrus dangereux et explique que la source se trouve au-delà de la porte Tori. Le groupe est libre de l'utiliser. Chiome se souvient soudain que des traces de l'ancienne résidence de Hanzo sont censées subsister au-delà de la porte, ce qui signifie qu'il pourrait encore y avoir des indices concernant le fondateur du clan Genshin. Elle interroge Vilarsfim au sujet de l'établissement caché que son peuple a passé tant de temps à chercher. Il répond que Hanzo vivait déjà dans cette région avant même l'arrivée de Vilarsfim. Chiome n'a donc besoin de la permission de personne pour enquêter ou s'y installer. Elle le remercie avec gratitude. Arc et Ariani sont également soulagés que les gens qui ont récemment échappé à la persécution puissent enfin avoir un endroit suffisamment sûr pour recommencer. Les trois continuent alors plus profondément dans la zone liée à Hanzo. Une petite maison abîmée par le temps demeure parmi les arbres et est censée avoir été autrefois sa demeure. Plus loin se dresse un arbre ancien énorme. De près, son tronc ressemble à une montagne enracinée directement dans la terre. Personne ne sait exactement quel âge il a, seulement que les légendes affirment qu'il existe depuis les premiers jours du monde. Près de ses racines se trouve une source chaude naturelle. La destination qu'Arc a cherchée tout au long du voyage. Il s'agenouille immédiatement et plonge une main dans l'eau. Au moment où ses os blancs touchent la source, une lumière violette pâle les entoure et la main squelettique se transforme progressivement en une main humaine. Ariani et Chiome reconnaissent aussitôt que l'eau fonctionne. Leur excitation ne dure cependant pas longtemps. Dès qu'Arc retire sa main, la chair disparaît et elle redevient un os. Arc conclut que toucher l'eau pendant seulement quelques secondes n'est probablement pas suffisant. S'il veut changer tout son corps, il devra peut-être s'y immerger bien plus longtemps. Il s'apprête à retirer ses vêtements lorsque le squelette se souvient soudain qu'il possède encore un peu de dignité. Ariani et Chiome se tiennent juste là, et le fait d'être fait d'os ne signifie pas qu'il a cessé d'être un homme. Les deux filles deviennent également gênées et se dirigent vers un autre bassin pour qu'Arc puisse expérimenter en paix. Il retire son armure lourde, et entre dans la source sous sa forme squelettique familière. Pendant ce temps, Ariani et Chiome se détendent dans le bassin voisin, et se demandent à quoi ressemblera Arc s'il retrouve une forme humaine. Peut-être sera-t-il étonnamment bel homme et musclé. La partie musculaire s'avère en effet exacte, bien que ses longs cheveux couvrent tellement son visage que les deux ne peuvent toujours pas dire à quoi il ressemble vraiment. Arc se convainc que son long voyage a enfin atteint son but. Malheureusement, peu de temps après avoir quitté la source, il devient soudainement étourdi et s'effondre. Ariani et Chiome se précipitent pour le vérifier. Au moment où il reprend conscience, il est revenu à son corps squelettique familier. Ariani émet l'hypothèse que l'effet de la source ne dure peut-être qu'un temps limité. Chiome souligne également qu'Arc a toujours été une existence extrêmement inhabituelle. Il n'a pas besoin de respirer comme un humain ordinaire, mais peut pourtant manger et boire. Son corps suit des règles qui ne ressemblent ni à celles d'une personne normale, ni à celles d'un mort-vivant typique. Tandis que le groupe d'Arc s'efforce de comprendre l'effet temporaire de la source, l'histoire se déplace vers le palais de Dicyanis. Un subordonné fait un rapport sur des cristaux inhabituels implantés dans des bêtes magiques, le même genre de créatures qui avaient auparavant semé le chaos dans tout le royaume des rongeurs. L'analyse suggère que la technologie ressemble à l'anneau d'employé autrefois utilisé par Fumba. La possibilité que la technologie impériale ait fuité hors de l'Empire est soulevée, bien que cela n'ait pas encore été prouvé. Dicyanis demande ensuite des nouvelles de l'église Ilk. L'enquête est toujours en cours, mais lorsque son subordonné rapporte que le nombre de fidèles de Ilk à Tajian augmente également, Dicyanis s'en aperçoit immédiatement. Des événements qui semblaient autrefois sans lien, commencent à révéler des connexions suspectes. De retour dans la forêt, Ariani et Chiome s'approchent directement du roi dragon pour lui demander des nouvelles de l'état d'Arc. Vilarsfim remarque calmement que l'existence même d'Arc est déjà anormale. Son état actuel ressemble à celui de quelqu'un qui se sent faible après être resté trop longtemps dans une source chaude, donc Arc devrait finir par se réveiller. Chiome est soulagé par cette explication. Ariani lui dit d'aller de l'avant et de guider le peuple Genshin vers leur nouveau village, promettant de rester derrière pour veiller elle-même sur Arc. Leur recherche de la source briseuse de malédiction semblait enfin avoir atteint sa conclusion, seulement pour créer un problème entièrement nouveau. L'eau fonctionne définitivement. Arc est réellement revenu à une forme humaine pendant un court moment. Le problème est que l'effet ne dure pas. Chiome part temporairement pour continuer à aider son peuple, demandant à Ariani de bien prendre soin d'Arc. Cela semble une demande ordinaire,
bien que la réaction d'Ariani suggère que la mission est tombée directement dans l'un de ses points sensibles émotionnels les plus embarrassants. Dehors, de nombreux habitants participent déjà au développement du nouveau village. Des arbres sont abattus, des terrains sont défrichés, des ossatures de maisons sont élevées et des canaux sont construits. Vue d'en haut, la colonie s'est déjà étendue en une communauté de taille respectable, avec des murs défensifs et de nombreux bâtiments. Pendant ce temps, Ark reste complètement inconscient dans son lit. À mesure que le temps passe et qu'Ark refuse toujours de se réveiller, Ariani commence à s'inquiéter sérieusement. Normalement, il peut supporter des punitions considérables, et sa magie est assez puissante pour détruire le paysage environnant par accident. Pourtant, cette fois, il gît si immobile qu'aucun appel ne produit de réponse. Juste au moment où Ariani n'a plus d'idée, Shiom revient avec une méthode qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Selon elle, la façon de réveiller une personne endormie est avec un baiser de quelqu'un qui éprouve de profonds sentiments pour elle. Ariani devient instantanément rouge de la tête aux pieds. Shiom devient de plus en plus enthousiaste, citant de vieilles histoires comme si elle avait découvert une véritable technique de résurrection. Même Pont est assis à proximité, regardant avec une anticipation pleine d'espoir. Avec Ark immobile à côté d'elle, et Kyom qui encourage continuellement ce plan ridicule, Ariani devient de plus en plus agitée à chaque seconde. Finalement, elle rassemble assez de courage pour se pencher. Plus elle s'approche du crâne d'Ark, plus elle ralentit. Shiom devient si tendue qu'elle se couvre le visage tout en continuant à regarder entre ses doigts. Juste au moment où Ariani est sur le point de l'atteindre, Ark se redresse soudainement. Apparemment, même le destin refuse d'accorder à ce squelette un moment romantique parfait. Ariani panique et demande à savoir quand il s'est réveillé. Ark explique nonchalamment que les choses sont devenues si bruyantes qu'il a décidé d'ouvrir les yeux. Furieuse au-delà des mots, Ariani le fait exploser jusqu'à ce qu'il soit noirci et fumant. Ce n'est qu'après qu'Ark réalise combien de temps il a été inconscient et s'excuse d'avoir causé tant d'ennuis à tout le monde. Ariani lui dit de ne pas s'en inquiéter, tant qu'il oublie définitivement tout ce qui a failli se passer un instant plus tôt. Ailleurs, dans une ville portuaire la nuit, un elfe masculin blond savoure calmement une pâtisserie à la salade d'ananas locale de Plymouth. Après avoir terminé son repas, il remercie le personnel et quitte le restaurant. En marchant, il considère son itinéraire et réalise qu'il ne peut plus continuer par la mer, ce qui signifie qu'il devra voyager par voie terrestre jusqu'à Tadjian. La soirée reste paisible jusqu'à ce qu'il passe par un quartier d'entrepôt désert. Une silhouette encapuchonnée tombe soudainement d'en haut, une lame brillant dans l'obscurité. L'elfe parvient à bloquer l'attaque d'ouverture avec son épée, et remarque rapidement que l'assaillant se bat avec deux lames. Leur échange ne dure qu'un court instant. L'assaillant encapuchonné se faufile à travers sa défense et le coupe à l'épaule. L'elfe perd l'équilibre et tombe. De retour à la source briseuse de malédiction, Ark essaie d'entrer à nouveau dans l'eau, mais est stupéfait de découvrir que son corps squelettique ne se transforme plus en chair. Villars Fim apparaît et suggère que l'état d'Ark a peut-être développé une résistance au pouvoir de la source. Il précise clairement qu'il ne s'agit que d'une hypothèse, pas d'une conclusion prouvée. Le roi dragon observe qu'Ark semble s'être remis et mentionne qu'il a examiné son état pendant qu'il était inconscient. Villars Fim décrit Ark comme un dérivé. Lorsque Ark demande ce que cela signifie, le roi dragon explique que le terme désigne les personnes qui n'appartiennent pas à ce monde et qui y sont emportées depuis ailleurs. De tels cas sont rares, mais pas complètement inconnus. Ark, cependant, est particulièrement inhabituel. Selon Villars Fim, le vrai corps physique d'Ark semble rester dans un autre monde. Ce qui existe ici est essentiellement son âme résidant à l'intérieur d'un corps emprunté. Son état ne peut donc pas s'expliquer comme une malédiction ordinaire. La dernière fois qu'Ark est entré dans la source, son pouvoir a temporairement créé un corps physique pour lui, mais ce corps n'était pas le sien d'origine. Villars Fim utilise une illustration simple pour expliquer davantage. Toutes les émotions et stimulations qu'Ark éprouve dans ce monde s'accumulent normalement à l'intérieur du corps emprunté qu'il habite actuellement. Lorsque la source a soudainement créé une nouvelle forme physique, tout ce qui était stocké dans le vaisseau emprunté s'est transféré d'un seul coup dans le nouveau. L'afflux soudain a été trop important pour que le corps temporaire puisse le supporter, provoquant la perte de conscience d'Ark. Ark comprend l'explication et remercie le roi dragon. Il conclut que récupérer son corps d'origine uniquement grâce à la source n'est plus possible. Bien que Villars Fim ne puisse pas offrir d'autres solutions pour l'instant, Ark ne peut que se souvenir de ce qu'il a appris et fixer sa main squelettique. Un voyage qui semblait certain de résoudre sa malédiction a au contraire ouvert encore plus de questions. Juste au moment où la conversation semble se terminer, plusieurs personnes s'approchent. Gman est parmi eux, debout à côté d'un homme âgé aux longs cheveux blancs et vêtu de vêtements traditionnels. Ariani et Kyome sont également là. Kyome reconnaît immédiatement Gman et appelle son nom. Le vieil homme se présente comme le 22e Anzo et le chef actuel du clan Jinshin. Au nom de tout son peuple, il remercie le roi dragon Villiers Fim de leur avoir accordé une terre sur laquelle reconstruire leur patrie,
et exprime également sa gratitude à Arc et Ariane pour tout ce qu'ils ont fait pour Shiyome et les autres Jinshin par le passé. Arc, cependant, reste exactement le genre d'homme qui accomplit de bonnes actions puis essaie d'éviter la cérémonie de remise de médaille qui suit. Il dit simplement que Shiyome est son ami et qu'elle l'a elle aussi beaucoup aidé. L'amitié n'est pas quelque chose qu'il souhaite mesurer en tenant les comptes. Hanzo invite ensuite tout le monde à assister au festival célébrant l'achèvement de leur nouveau village. Arc se réjouit immédiatement à l'idée de visiter un vrai village ninja. Il ne peut s'empêcher de se demander si cela ressemblera à Konoha dans Naruto, en espérant tout de même qu'un démon à 9 queues ne surgisse pas au milieu de nulle part pour embrocher tout le groupe. En à peine un mois, ce qui était autrefois une nature sauvage et vide a acquis des murs en bois, des maisons, des terres agricoles, une forge, et même un système d'eau convenable. Arc est particulièrement fasciné par les torii, les énormes cerfs-volants transmis depuis l'époque du Hanzo originel, et même la technique traditionnelle de respiration à travers un petit tube en se cachant sous l'eau. Pour les Jinshin, ce sont simplement des éléments de leur culture. Pour Arc, c'est comme si ces mangas d'enfance étaient soudainement devenus réels. Pourtant, derrière ce décor joyeux se cache une histoire douloureuse. Beaucoup d'enfants ici ont jadis été chassés par des humains jusqu'à n'avoir plus nulle part où rentrer. L'ancienne patrie des Jinshin a également été attaquée, forçant le clan à se disperser sur différentes terres. C'est pourquoi ce nouveau village est bien plus qu'un endroit où dormir. Pour la première fois, ils ont un endroit qu'ils peuvent véritablement appeler chez eux, sans se demander s'ils devront fuir à nouveau demain. C'est alors que Tsubone apparaît. Shiyome la présente comme l'une des 6 grands shinobi, 6 guerriers qui ont hérité des noms transmis par le Hanzo originel. Descartes cantant Mochizuki Shiyome, Kirigakure Seizo, Fumakoto Taro, Sarutobi Sasuke, ainsi que Goemon et Hanzo, il se fiche pratiquement sur place. Toute une liste de noms de ninjas célèbres de son ancien monde a d'une manière ou d'une autre été importée directement dans ce monde. Arc commence immédiatement à se demander si le Hanzo originel était lui aussi une personne réincarnée comme lui. Tsubone ne prête aucune attention au squelette qui marmonne dans son coin et commence plutôt à parler à Ariane, puisqu'elle quitte rarement le village. Tsubone adore les livres, en particulier les histoires romantiques. L'une de ses préférées suit une guerrière elfe et un chevalier humain qui commencent comme rivaux, voyagent ensemble, et tombe progressivement amoureux. Ariane écoute un moment avant de balayer cela comme étant fictif et un peu trop proche des romans à l'eau de rose bon marché. Bien que, pour une raison quelconque, la mise en situation lui semble étrangement familière. Une seconde plus tard, elle comprend pourquoi et insiste immédiatement sur le fait qu'elle et Arc ne ressemblent en rien à ces personnages. Tsubone ne discute pas. Elle mentionne simplement un autre livre, La fleur et les os, qui parle d'une noble qui tombe amoureuse d'un jeune homme maudit dans le corps d'un squelette. À ce stade, Ariane n'a officiellement plus d'arguments. Le crâne d'Arc, qui aurait dû être sa meilleure preuve que la première comparaison était absurde, correspond d'une manière ou d'une autre encore mieux à la deuxième histoire. Heureusement, quelqu'un appelle Tsubone pour aider à préparer le festival, sauvant enfin Ariane de cet interrogatoire littéraire. Avant de partir, cependant, Tsubone dit nonchalamment qu'il aurait été bien que Sasuke soit également rentré à temps. Ce seul nom change immédiatement l'expression de Shiyome. Ariane le remarque, mais ne la presse pas pour obtenir des réponses. Pour l'instant, tout ce qu'elle sait, c'est que Sasuke a quitté le village pour une mission et n'est toujours pas revenu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, mais la réaction de Shiyome indique clairement qu'il ne s'agit pas simplement d'un retard ordinaire. Ce soir-là, tout le village brille sous la lumière des lanternes tandis que nourriture, alcool et rire remplissent la place centrale. L'attraction la plus animée est une compétition de tir à la corde où le vainqueur est celui qui tire l'adversaire de l'autre côté de la ligne. Dès que Goemon s'avance avec ses bras démesurément musclés, tous les autres ont l'air de venir de découvrir que quelqu'un a introduit un personnage chez AT dans un mini-jeu décontracté. Goemon gagne match après match avant de demander si quelqu'un d'autre veut le défier. Quand Shiyome annonce que tous ceux qui se sentent assez confiants peuvent participer, Arc décide de se joindre à la compétition. Les règles sont simples, pas de ninjutsu, pas de magie, uniquement la force brute. Un concurrent est bâti comme un mur de muscles. L'autre est un squelette enveloppé dans une lourde armure, et aucun des deux n'est prêt à céder un seul centimètre. Pendant que les deux se préparent, Tsubone mentionne que Sasuke a en réalité battu Goemon lors de la compétition précédente. La plus grande force de Sasuke n'a jamais été la puissance brute, mais son intelligence et sa capacité à s'adapter aux situations. Personne ne s'attendait à ce qu'il disparaisse au cours de sa mission actuelle et perde complètement tout contact. En contemplant le village nouvellement achevé, Shiyome dit qu'elle essaie simplement de protéger ce que la personne qui l'a jadis sauvé a toujours voulu protéger. Immédiatement après, un souvenir remonte à la surface, Shiyome enfant, allongée dans un lit, pendant qu'un homme du clan lui demande si elle s'est enfin réveillée. C'était manifestement quelqu'un d'extrêmement important pour elle. Et le fait que ce souvenir apparaisse juste après que Sasuke soit mentionné rend le lien possible encore plus suspect. En bas sur la place, le tir à la corde commence. Goemon met tout dans la première traction, mais Arc reste planté comme un pilier. La marque au milieu de la corde bouge à peine. Les muscles de Goemon gonflent de plus en plus tandis qu'Arc ancre son corps en armure dans le sol. La foule des Jinshin commence à crier pour que Goemon ne perde pas, tandis qu'Ariane, qui s'est retrouvé ivre sans que personne ne le remarque,
se transforme en présidente du fan club d'Ark. Une Ariane sobre peut glacer une pièce d'un seul regard. Une Ariane ivre crie assez fort pour que tout le village l'entende. Ark reconnaît immédiatement la voix et réalise que l'alcool a pris le contrôle de sa coéquipière. Les deux camps continuent d'augmenter la pression sans céder un seul pas, jusqu'au moment où, alors que tout le monde attend de voir qui craquera en premier, la corde décide qu'elle en a assez et abandonne le match. Elle se rompt net en son milieu et envoie les deux hommes voler en arrière. Sans vainqueur possible, l'arbitre déclare un match nul. La prochaine fois que ces deux-là s'affronteront, le village aura peut-être besoin d'une corde conçue pour retenir des dragons. À tout le moins, la compétition prouve que Goemon est l'une des rares personnes qu'Ark ait rencontrées pouvant l'égaler en force physique pure. Dès qu'Ark se relève, il dit discrètement à Chiomé de ne plus laisser Ariane boire si elles veulent préserver ce qui reste de son image digne. Goemon se met à battre le tambour du festival pendant que tout le monde danse sous les feux d'artifice. Pour une fois, il n'y a aucun ennemi tapis à proximité, aucun réseau d'esclavage à démanteler, et aucune urgence sur le point de gâcher la soirée. Il y a simplement des membres du clan Jinshin qui rient sur une terre qui leur appartient enfin. Après des années à être chassés, vendus et contraints au travail forcé, ce bonheur ordinaire signifie plus que n'importe quelle victoire spectaculaire. Leur ancienne patrie a disparu, mais une nouvelle existe désormais. Quand le festival finit par se calmer, la conversation revient au problème qui avait amené Ark ici à l'origine. La source brise malédiction peut en effet lui créer un corps de chair et de sang, mais l'effet ne dure qu'un court moment, et la première tentative l'a laissé inconscient pendant une longue période. Villiers Film lui demande ce qu'Ark compte faire maintenant. Ark admet finalement que son objectif initial de retrouver un corps humain était en partie basé sur l'état d'esprit de joueur de rôle qu'il avait adopté en se réveillant dans son personnage de jeu vidéo. Il avait automatiquement supposé qu'être un squelette était une condition qui devait être corrigée. Mais après avoir voyagé si loin et rencontré tant de personnes, il a réalisé que ce corps ne l'a jamais empêché de vivre. Il peut toujours manger, voyager, combattre et sauver des gens. Ponta, en tout cas, ne se soucie pas de savoir si ce qui se trouve à l'intérieur de l'armure est de la chair ou des os. Ark n'a pas complètement abandonné la possibilité de retrouver un corps humain. Si une autre méthode apparaît un jour, il l'essaiera probablement. Ce n'est simplement plus une condition nécessaire pour qu'il continue à vivre. En entendant cela, Ariane avoue qu'elle avait initialement amené Ark à la source brise malédiction parce qu'elle voulait lui rendre tout ce qu'il avait fait pour elle et son peuple. Maintenant que la source n'a pas réussi à résoudre le problème, la dette qu'Ariane s'était créée dans son propre esprit n'a plus de conclusion claire. Elle reste silencieuse pendant un bon moment, paraissant calme en apparence, tout en luttant intérieurement pour gérer ses émotions. Finalement, elle dit avec hésitation que si Ark n'y voit pas d'inconvénient, elle pourrait continuer à voyager à ses côtés jusqu'à ce qu'il découvre une autre méthode. Ariane était initialement restée avec Ark pour le rembourser. Maintenant, elle choisit de rester parce qu'elle le veut. Leur relation vient de franchir un pas sincèrement beau lorsque la légendaire malchance romantique d'Ark s'active immédiatement. Un oiseau messager descend en piqué et les interrompt. Ariane avait enfin rassemblé assez de courage pour dire tout cela, et elle fixe maintenant l'oiseau avec un regard qui laisse penser qu'elle est à deux doigts d'en faire son dîner. La voix qui retentit à travers l'oiseau messager est celle de Glenny. Elle a appris qu'Ark s'est rétabli et les contacte avec des nouvelles. Premièrement, Ark peut désormais officiellement se présenter sous le nom d'Ark Lalatoya. Glenny explique qu'il a toujours été un mercenaire indépendant sans affiliation formelle à aucune organisation ou territoire. Puisqu'il voyage dans de nombreuses terres différentes, avoir une identité reconnue et garantie par la communauté elfique lui facilitera grandement les choses. Ark accepte son nouveau nom de famille aussi nonchalamment que si Glenny venait de lui remettre un autre bagage. Ariane, pendant ce temps, n'a manifestement pas saisi les implications. Ark l'a sauvé, a rencontré ses deux parents, a vu sa force testée par sa sœur aînée, et vient maintenant de recevoir un nom de famille directement de sa mère. De l'extérieur, tout le processus ressemble étrangement à une présentation à la belle famille avant un mariage. Malheureusement, Ark ne possède pas de cerveau au sens littéral, donc s'attendre à ce qu'il remarque l'opportunité est peut-être trop demandé. Mais Glenny ne les a pas contactés simplement pour s'occuper de paperasse. Son second message fait immédiatement basculer l'atmosphère vers quelque chose de grave. Danka a été attaqué sur le continent sud par un manieur d'épée double extrêmement habile, et la situation est suffisamment sérieuse pour qu'il ait besoin d'aide. Ariane se tend immédiatement. Danka est un guerrier elfe d'exception, donc quiconque est capable de le forcer à demander de l'aide n'est pas un adversaire ordinaire. Ark n'hésite pas longtemps avant de décider qu'ils iront l'aider. Chiomé se concentre immédiatement sur le détail des deux épées. Elle explique que les caractéristiques de l'attaquant ressemblent énormément à la personne que le clan Jinshin recherche, Sasuke. Les éléments concordent de trop près pour être ignorés, mais il n'y a toujours pas de confirmation que le mystérieux maître aux deux épées soit réellement Sasuke. Ark demande à Chiomé si elle veut les accompagner. Elle accepte immédiatement. Sasuke est le guerrier Jinshin disparu qu'il recherche, et Danka vient d'être attaqué par quelqu'un dont le style de combat correspond au sien. Que ces deux événements soient réellement liés ou non, Chiomé a besoin de voir la vérité de ses propres yeux. Le groupe dit au revoir au roi dragon Villiers Film et laisse les montagnes derrière eux, mettant officiellement fin à leur séjour paisible dans le village ninja. Au même moment, très loin dans la capitale de Targian au sein du Grand Empire,
L'atmosphère ne pourrait être plus différente du festival qu'ils viennent de quitter. À l'intérieur d'une salle scellée, plusieurs figures liées à la faction du pape discutent d'une opération imminente. Leur plus grande préoccupation est de la mener à bien sans permettre à des étrangers d'identifier la puissance qui se cache derrière eux. Un homme chauve reste mal à l'aise, malgré le fait que près de 10 000 soldats soient cachés sous terre en dessous d'eux. Un autre argue qu'éviter d'attirer l'attention est précisément la raison pour laquelle il devrait utiliser le moins de personnes possible. Également dans la salle se trouve une silhouette encapuchonnée, agenouillé en silence. Il est désigné comme une pièce spéciale préparée spécifiquement pour ce plan. Quelqu'un demande s'il a vraiment la capacité d'accomplir la mission, mais la réponse est simple. Le pape lui-même est celui qui a confié cet homme.